Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Burtin et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode consacré aux élections législatives partielles de la 5e circonscription des Français de l'étranger, Espagne, Portugal, Monaco et Andorre. Bonjour Stéphane Vogetta. Bonjour Thierry Burtin. Alors merci d'être avec nous. Alors je rappelle, vous étiez il y a encore quelques mois notre député de la 5e circonscription des Français. Et le 11 juillet, eh bien, sur les réseaux sociaux, une information est tombée qui disait clairement que le Conseil constitutionnel vous a, avec deux autres députés, destitué de votre mandat sans appel possible au motif suivant une irrégularité substantielle dans le financement de votre campagne et en application de l'article de la loi organique 136.1 du Code électoral qui dit clairement qu'en cas de manquement grave à la réglementation des financements électoraux, le Conseil peut prononcer une inéligibilité d'un an et déclarer le candidat démissionnaire d'office. C'est ce qui a été fait, et en l'occurrence, c'est ce qui vous est arrivé dans ce cas bien précis. Alors, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous représenter, de nouvelles élections vont avoir lieu, vous ne pouvez pas vous présenter pendant un an, mais vous continuez à faire parler de vous. Encore tout dernièrement, vous vous êtes lancé dans une nouvelle croisade où vous dénoncez publiquement le financement des régimes de retraite et tout particulièrement le rapport de la Cour des comptes que vous accusez d'entretenir une illusion d'équilibre du système de retraite que vous qualifiez clairement de mensonge comptable ou même de pyramide de Ponzi dans nos finances publiques. Exactement. C'est quand même très fort. Alors, vos passes d'armes, bien entendu, Stéphane Vogetta, sur différents sujets, ont peut-être eu des conséquences. On va en parler dans quelques instants. On va en parler, bien entendu, dans l'interview. Et comme vous ne pouvez pas être candidat, vous avez décidé de soutenir votre ancienne suppléante, Nathalie Cogia, qui a relevé le gant et qui est désormais tête de liste apparentée Renaissance. Alors avant de parler de ce que vous avez vécu lors de votre invalidation, mais aussi ce que vous allez faire aujourd'hui et demain pendant cette année sabbatique, eh bien on aimerait mieux connaître l'homme derrière le député. Alors je précise aussi que Nathalie Cogia sera reçue prochainement dans cette émission afin qu'elle puisse elle aussi présenter directement son projet, ses priorités, qui sont peut-être la continuité de ce que vous avez déjà entrepris. On va en parler. Gardera-t-elle le même ton? Aura-t-elle l'occasion de faire autrement? On lui posera bien entendu la question. Et je précise que ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors et que nous remercions pour leur confiance. Bien entendu, vous pourrez retrouver l'intégralité de cet enregistrement sur l'ensemble des principales plateformes telles que Spotify, Deezer, YouTube, en vidéo. Et l'un de nos partenaires est Cafimo. Alors Cafimo, eh bien, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier. C'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leur projet immobilier au Portugal. Cafimo est aujourd'hui le numéro 1 des courtiers en crédit immobilier, spécialisé dans les non-résidents et expatriés du monde entier, et notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Leur service est totalement gratuit pour les clients car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité tout en vous soulageant administrativement. Cafimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute. Que ce soit pour un achat, un financement, un investissement et même financer des travaux ou juste renégocier son prêt, leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal, et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Belle phrase. On va aussi parler d'un autre partenaire qui est Opticalia Campo de Ourique, donc à Lisbonne. C'est votre opticien français, lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie, pour que vos lunettes reflètent parfaitement votre style. Grâce à la technologie de mesure par l'IA, vos prises de mesure en verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Que de progrès quand on attendait à l'époque des semaines pour avoir ces verres. Et en plus, il réalise vos examens de vue, vos bilans d'audition et il vous propose une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Loewe, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais
anglais et espagnol. Leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Magnifique. Voilà. Alors, je rappelle, et on en aura terminé, que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Je pense qu'il faut le dire. Et il faut dire merci aux sponsors. Alors Stéphane Vogetta, ma première question est quel est l'homme qui se cache derrière le député? Mais en fait, il y a pas une grande différence. Et je pense que les gens qui observent ce que j'ai pu faire depuis que je suis devenu député, d'abord en tant que suppléant de Samantha Cazbonne et ensuite en remportant les élections en 2022 et 2024, bah, je pense qu'ils ont eu une bonne compréhension de l'homme que je suis, parce que j'essaye de faire les choses en transparence, en sincérité, en laissant poindre bah, les émotions que je porte en fonction des situations, et en choisissant des combats qui pour moi comptent, et sur lesquels je m'engage à fond, avec toute la vitalité dont je suis capable, et je suis capable d'une certaine vitalité. Je crois qu'on l'a remarqué, on va en parler dans quelques instants. Alors justement, Stéphane Vogetta, d'où venez-vous? Quel a été votre chemin de vie avant la politique? Ouais. Bah, écoutez, moi je suis d'une époque où le politiquement correct existait moins, donc je vais utiliser des termes qui ne sont pas politiquement corrects. Moi, je suis un gamin de province. J'ai grandi dans une petite ville de province, pas de région, pas de... Près de Nancy, alors. À côté de Nancy, une petite ville qui s'appelle Toul. Donc, je suis lorrain. Mes parents sont lorrains, mes arrière-grands-parents aussi, et italiens. C'est de là que j'ai hérité mon nom de famille. Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. J'ai grandi avec ma mère et mes 3 frères et sœurs. En essayant de joindre les deux bouts, c'était pas facile, mais on a tous réussi à sortir par le haut en croyant au modèle de l'ascension républicaine. Donc j'ai fait de belles études parce qu'on m'a toujours dit si tu travailles bien à l'école, tu réussiras bien dans la vie. J'y ai cru. J'ai bien travaillé à l'école. J'ai Vous fait y une croyez prépa. encore? Alors, On va dire oui pour je veux y pour, croire. pour la jeune Ça fait génération. partie des choses auxquelles je veux croire, mais parfois j'ai du mal à croire. Il y en a d'autres, on en reparlera. On en parlera. Mais donc, j'ai fait une prépa HEC à Nancy, et puis ensuite, je suis parti à Paris faire une école de commerce avant de partir à l'aventure, découvrir un monde que je ne connaissais pas, qui était celui de la City à Londres. D'accord, donc la City, vous y êtes resté quelques années. Voilà, 7 ans à Londres, à travailler en fusion-acquisition sur Donc les la banque, banques le métier de la européennes. banque, le métier de l'investissement. Et alors c'est en Espagne que l'histoire va véritablement commencer finalement. Exactement. Pourquoi avoir choisi l'Espagne? Vous aviez de la famille, il y avait... Qu'est-ce qui vous a porté justement à aller en Espagne? Alors, quand on est un Français de l'étranger, Vous parliez on espagnol? se pose souvent la question, quelle va être ma prochaine destination, ou dois-je aller dans ce pays ou pas? Il y a toujours de très bonnes raisons pour choisir un pays. Le climat, la fiscalité, les opportunités professionnelles. Ah bah par en ce qui- rapport à Londres, le climat c'était gagné à coup sûr. Bon, alors moi, J'espère que nos amis britanniques ne me voudront pas. ce qui m'est arrivé à Londres, ça arrive souvent, c'est un bon problème, mais c'est que je suis tombé amoureux à l'époque. D'accord. Non pas de l'Espagne, mais d'une Espagnole. Et cette Espagnole rentrait à Madrid, comme toutes les Espagnols finissent par le faire quand elles habitent à Londres. Et à ce moment-là, j'ai dû me poser la question, moi qui voulais quitter Londres, mais non pas rentrer en France, mais pour partir ailleurs, j'ai rajouté l'Espagne dans la liste des possibles. Et je me suis posé la question, est-ce que je dois tenter l'Espagne où je ne connais rien, dont je ne parle pas la langue, je ne connais pas la culture, j'ai aucune relation? Est-ce que je dois tenter l'Espagne pour la bonne et simple raison que j'ai cette compagne qui va y vivre? Finalement, comme je le fais souvent dans ma vie, j'ai suivi mon instinct. Et j'ai pris effectivement cette décision en me rassurant, en essayant de rationaliser également, en me disant qu'en plus, j'aurais l'opportunité de pouvoir voir en direct la dernière saison de Zinedine Zidane en tant que professionnel, puisque c'était en 2005, on approchait de la Coupe du Monde 2006. Je me suis dit, même si ça ne marche pas au niveau sentimental, au moins je pourrais aller me consoler tous les 15 jours au Stade Bernabéu pour voir Zidane et les Galactiques. Après, le football mène à tout. Bon alors, voilà, au moins on sait qu'est-ce qui vous a amené. Alors, est-ce que c'est madame, enfin, la personne en tout cas avec qui... C'est désormais Madame Vogetta. Voilà, oui, Madame Vogetta. effectivement, la mère de mes enfants. Donc voilà. Et alors, en quoi cette expérience, alors vous installez en 2005 à Madrid. Voilà. Quelle expérience? Alors justement, bon, ça a été une expérience évidemment complètement différente de celle de Londres. L'Espagne n'était pas non plus aussi développée qu'elle peut l'être aujourd'hui. Puis vous avez connu, on va en parler dans quelques instants, la bulle
la bulle économique financière. Mais en quoi ça a changé votre regard sur la France et sur la politique française en ayant justement cette vie un petit peu d'expatrié, Londres d'abord, puis ensuite l'Espagne, Madrid. Oui, alors, le fait de partir à l'étranger, puis ensuite de changer de pays, en particulier pour choisir un pays qu'on ne connaît pas, je pense que quand je vais dire ça, beaucoup de Français de l'étranger qui nous écoutent se reconnaîtront, mais on a souvent ce vide dans l'estomac au moment de monter dans l'avion ou dans le train et de partir, de quitter un endroit qu'on connaît pour partir vers l'inconnu. Et en fait, une partie de l'attrait d'être Français de l'étranger, c'est ça. C'est avoir cette possibilité de découvrir de nouveaux horizons, de se tester face à des environnements qu'on ne connaît pas, qui peuvent être plus ou moins challenging par rapport à ce qu'on a connu. Moi, effectivement, j'ai eu la chance énorme, puisque ce n'était pas un souhait, je n'avais pas dans mon plan de vie le fait d'aller vivre en Espagne, mais j'ai eu la chance énorme de débarquer en Espagne en 2005, à une époque extrêmement particulière, puisque moi, je venais de Londres, où j'avais vécu 7 ans et où je pensais être témoin d'une bulle immobilière assez importante. Et puis, en fait, j'ai débarqué en Espagne, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, la bulle immobilière, elle n'est pas à Londres, elle est là. Ici. Elle est ici. Et j'ai vu assez rapidement, puisque j'étais à l'époque spécialiste donc, au niveau professionnel du secteur bancaire, j'ai vu qu'il y avait une combinaison de bulles immobilières et de bulles financières qui finançaient la bulle immobilière. C'est-à-dire que les crédits qui étaient accordés étaient bien au-delà de ce qu'on aurait dû... Voilà, c'était des crédits très risqués. C'était un peu ce qu'on aurait appelé aux États-Unis du subprime. Là, sur du 30 ans. Voilà, sur du 30 ans, sur du taux variable. Donc en fait, on disait aux gens, c'est pas grave, on vous prête quasiment 100%. Non, Thierry. Pas quasiment 100%. On vous prête 120%, comme ça vous pourrez faire les travaux, vous pourrez même acheter une nouvelle voiture, et puis vous savez, comme ça va monter de 20% par an. C'est ça, donc vous êtes tranquille, de toute façon, quand vous vendrez, vous aurez gagné de l'argent. Exactement, et tout ça financé... Tant que ça fonctionne. Puis oui, tant que ça fonctionne, exactement, c'est comme une pyramide de Ponzi. L'essentiel, c'est de sortir à temps. Exactement. Voilà. Et ceux qui n'ont pas su sortir à temps, ce sont les caisses d'épargne espagnoles, qui étaient des entités financières très peu sophistiquées, avec une compréhension du risque assez faible, mais qui étaient dirigées essentiellement par des politiques. Donc voilà, la combinaison entre les politiques d'un côté et le risque financiero-immobilier de l'autre, ça a donné cette bulle incroyable qui a fini par exploser peu après la bulle spéculative américaine. Et 2008. Ça a donné, en 2008-2009, et ça a donné à la fois une récession de l'économie espagnole qui comptait beaucoup sur l'immobilier à l'époque pour sa croissance, et surtout une chute du marché immobilier et un effondrement du secteur financier. Mais total. Le Portugal aussi et la Grèce. Voilà. Et donc les 3 pays mis sous tutelle. Voilà. Et il se trouve que ma profession, c'était quoi? C'est de conseiller des banques, en particulier les banques en difficulté. Donc ça tombait plutôt pas mal. Ouais, là vous aviez une activité qui, elle, était croissante. Voilà. Mais alors justement, on peut lire dans votre CV que dès 2005, vous alertiez vos collègues en Espagne et les institutions sur la bulle immobilière et les risques pour le système bancaire, alors que beaucoup préféraient regarder ailleurs. C'est un peu ce que vous déclarez. C'est une lourde accusation pour un jeune de 31 ans à l'époque, de remettre un peu en question tout le système en disant « Attendez les gars, on va dans le mur ». Effectivement. Je me pose souvent la question, pourquoi est-ce que j'ai cette tendance à mettre les pieds dans le plat? C'est un petit peu, ce que j'allais dire. Mais à cette époque-là, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai eu plusieurs convictions dans ma vie, des convictions très fortes, qui étaient basées sur ma connaissance d'un sujet, mais aussi sur un instinct. Et l'une de mes plus fortes convictions, ça a été quand j'ai vraiment commencé à creuser l'économie espagnole et à comprendre ce qui se passait, c'était que tout ça allait très mal finir. Et que je devais me positionner sur ce sujet pour essayer d'aider ces institutions, ces banques, ces clients potentiels à se sauver, voire même éventuellement ce pays qui allait potentiellement pouvoir être entraîné par la chute de son secteur immobilier et bancaire. Cette intuition elle a été totalement confirmée. J'ai eu d'autres intuitions aussi fortes, notamment... en 2022, quand j'ai eu une petite mésaventure au moment des investitures. Et mon intuition, c'était que je devais y aller. Même si tout le monde me disait c'est perdu d'avance. On va bien entendu reparler. On va en reparler. Mais je savais que je devais y aller. D'abord parce que j'avais raisonné. Vous avez vraiment ce qu'on appelle des intuitions et donc vous suivez votre intuition. Vous faites partie des gens qui pensaient et vous dites c'est comme ça. C'est comme ça et je n'ai pas le choix. Je me dois à moi-même d'aller jusqu'au bout. Et donc à cette époque-là, effectivement, j'ai dû convaincre mes collègues, j'ai dû convaincre des PDG de banques qui pensaient que je venais leur parler d'autre chose et leur expliquer que pour moi,
contrairement à ce qu'ils entendaient toute la journée, ils n'étaient non pas dans la Champions League des économies européennes, mais sur un Titanic qui allait bientôt rencontrer son iceberg. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'y retourne pas une nouvelle fois? Au niveau immobilier en Espagne? Ouais. Non. Non. Non, parce que la croissance des prix est plus saine. Mhm. Il y a une espèce de rattrapage, effectivement, qui se fait, puisqu'on est quand même tombé très bas pendant la crise. Mais surtout que les banques espagnoles, européennes et les régulateurs, surtout, ont beaucoup appris de la crise de 2008-2009 et que maintenant, les critères de concession de prêts hypothécaires ou immobiliers sont quand même beaucoup plus prudents. Maintenant, en Espagne, vous pouvez vous battre très fort pour obtenir 75, enfin vous devez vous battre très fort pour obtenir 75 ou 80% du montant de votre achat en prêt sans couvrir les frais de notaire et travaux. Donc on est sur des configurations totalement différentes. Je pense que le secteur est beaucoup plus sain qu'il y a 15 ans, même si effectivement la croissance des prix paraît quand même assez impressionnante. C'était une des raisons pour laquelle je vous posais la question. Alors Stéphane Vojetta, vous êtes connu aujourd'hui un petit peu comme le franc-tireur. Un peu l'expression qui revient souvent. Le candidat libre aussi. Oui. Alors, le pirate. Alors justement, c'est l'expression que j'allais utiliser. Si vous m'enlevez tous les mots, ça va être compliqué. On se comprend. Absolument. Alors après, absolument. Donc après avoir été suppléant de Samantha Cazbonne, on le rappelle, vous l'avez d'ailleurs cité tout à l'heure, qui était la députée La République En Marche, élue en 2017 sur la 5e circonscription des Français établis hors de France. Je rappelle Espagne, Portugal, Andorre, Monaco. Celle-ci étant devenue et nommée sénatrice, en fait, vous êtes devenue naturellement, comme suppléant, vous avez monté la marche et vous êtes devenu député à sa place à l'Assemblée nationale quelques mois avant les élections de juin 2022. Alors, bien qu'ayant peu d'expérience, parce que vous avez siégé un peu moins de 6 mois, vous m'arrêtez si je me trompe, lorsque le parti, finalement, Renaissance, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore Renaissance, c'était La République En Marche, oui. m'arrêterai. Mais vous préfère Manuel Valls comme ancien Premier ministre pour représenter la ligne présidentielle pour les élections législatives. Vous refusez ce choix. Vous ne cédez pas à la pression, ce qui vous amène à vous présenter comme candidat libre contre la logique de l'établissement. Et vous devenez alors le fameux pirate. Voilà, l'expression, elle est de vous, le pirate, selon vos propos, qui fera la joie des commentateurs télé en France qui ont trouvé un bon client. Effectivement, le bon client, c'était la situation, en fait. Effectivement, c'était intéressant de voir cette grande figure de la vie politique française, Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre, ancien candidat à la mairie de Barcelone, face à une espèce de néophyte que personne ne connaissait vraiment, qui débarquait du secteur privé. Et qui donnait l'impression de vouloir affronter Goliath. Oui, c'est ça. David contre Goliath. Oui. Là, vous arrivez, vous dites, moi je me... Ouais, c'est que j'aime bien cette histoire, moi, David contre Goliath. Ouais. Et là, vous dites, moi je continue. Alors je me dis, déjà, je vais continuer. Pourquoi? Parce que d'abord, je pensais sérieusement que je pouvais gagner. Donc c'était votre intuition. On revient. C'était mon intuition, mais moi aussi, je connais assez bien les électeurs. Je connais très bien même les électeurs de la circonscription. Ça fait quand même 20 ans que je vis parmi eux. Oui, parce qu'on rappelle aussi que vous avez eu des fonctions. J'étais conseiller consulaire, effectivement, avant d'être député. Pas très longtemps, mais j'ai aussi été suppléant de Samantha Cazbonne pendant 4 ans. Donc vous avez appris. Et j'ai appris beaucoup au contact des Français. Et du coup, je sais que les Français qui étaient en contact avec moi, ils sont très nombreux, m'écrivaient à cette époque-là pour me dire qu'il fallait que je résiste, que je n'hésite pas, qu'eux me soutiendraient, même si Emmanuel Macron ne le faisait pas. Bien sûr, évidemment, c'est quand même une claque. Quand on vous dit, bon, c'est bien, t'as bien travaillé, mais va-t'en parce qu'on va mettre quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, après... j'avais confiance dans la perception que j'avais de la volonté des électeurs. Et puis surtout, je me suis dit, non seulement je pense que je peux gagner, mais en plus, si jamais je gagne, eh bien, ça va m'ouvrir des portes que je ne soupçonnais pas, puisque ça va me permettre de devenir un député à Paris qui est indépendant, mais aussi qui aura marqué son territoire. Qui aura démontré. Pourquoi dès le début vous avez pensé être indépendant? On vous a dit de toute façon que le parti allait vous qu'est-ce qui se virer passe entre guillemets. Moi, quand Samantha Cazbonne me propose d'être son suppléant en 2017, ok, très bien. Enfin, elle a dû me demander 2-3 fois. D'accord. J'ai dit oui à la deuxième ou à la troisième, parce que j'étais pas certain de vouloir m'engager en politique. Bon, je suis devenu son suppléant. J'avais pas besoin, j'avais pas envie de prendre ma carte d'aucun parti politique. Moi, je me suis toujours considéré indépendant. Le jour où on m'a dit, Stéphane, ça y est, tu vas devenir député parce que Samantha part au Sénat. Je dis, ok, très bien. Bon, par contre, là, il faut que tu prennes ta carte au parti. Ah, vous êtes sûr? Oui, c'est important, prends ta carte. Ok, je prends ma carte chez l'AREM.
Vous aviez le choix, vous aviez peut-être la possibilité, parce qu'il y avait l'union. Il y avait donc, en fait, vous auriez pu aussi aller côté Modem. Elle était dans le groupe parlementaire, D'accord. Donc c'était plus simple. l'AREM. OK. C'était cohérent, grosso modo. Et effectivement, Et en affinité avec les idées. voilà. Et ça a toujours été mes idées, centre droit, libéral. Donc voilà, donc j'ai pris ma carte chez l'AREM. Et donc, quand 6 mois plus tard, l'AREM m'expulse en me disant c'est pas bien, t'es trop dissident, je dis bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'en ferai mon deuil. Je redeviens indépendant, ce qui ça tombe bien parce que j'avais pas envie de prendre ma carte dans un parti, Bien sûr. quel qu'il soit. Et à partir de là, une fois que je serai à Paris, eh bien, je serai libre de travailler avec qui je veux. D'accord ? Ça sera forcément avec des gens avec qui je partage des idées. Et là, on l'a dit, pour moi, c'est forcément l'espace central. Donc ça veut dire que je ne m'inscrirai pas dans un parti, mais je travaillerai et Voilà. je resterai indépendant. Exactement. Et à ce jour, je ne suis toujours inscrit dans aucun parti. Je ne suis membre d'aucun parti. Je pense être le seul député à être dans cette... Enfin, j'étais le seul député à être dans cette situation, tout comme j'étais le seul député qui vivait à l'étranger, sur les 577. Donc, je n'ai pas de parti politique. Je n'appartiens à aucun parti. Je n'appartiens à personne. Vous êtes le seul à avoir fait des allers-retours en avion en vous levant très tôt le matin et en rentrant. Voilà, alors c'est pas terrible pour le bilan carbone, mais en même temps, beaucoup de mes combats compensaient largement ce bilan carbone. Non, mais je parlais même pas du bilan carbone, Mais mais oui. ça me met quelque part. Attendez, d'abord, c'est là où il y a votre famille. Si vous avez été élu aussi français de l'étranger, c'est parce que quelque part, vous avez une connaissance. Bien sûr. Le fait de vivre dans un des pays de la circonscription, c'est quand même ce que souhaitent quand même les Français qui votent pour vous, Les gens qui m'ont plutôt que élu, d'avoir des gens qui sont à Paris. les gens qui m'ont élu, les électeurs qui m'ont élu en 2022 m'ont élu notamment Pour parce ça. que j'étais quelqu'un qui vivait parmi eux, qui connaissait leur Bien sûr, réalité. Bien sûr. J'allais pas le lendemain de mon élection leur dire ciao, je Mais vais alors- à Paris vivre dans le 7e et Mais alors, on s'écrit des cartes postales. Alors, sans rentrer dans la notion politique, philosophique, on va parler très rapidement de Nathalie Cogia. Mhm. Comment vous l'avez, parce qu'elle était peut-être plus politique, ou en tout cas, elle était plus attachée à l'étiquette politique. Comment vous avez fait pour lui dire, allez, viens avec moi et tu vas voir, on est indépendant, on prend des risques maximum, mais on va gagner. Alors ça s'est pas fait comme ça en fait. Ça s'est pas fait comme ça. Nathalie, c'est une femme de caractère Ouais. qui est très différente de moi sur plein d'aspects différents, même si Ouais. on a des idées qui sont très similaires. D'accord. Euh, Ça veut dire qu'elle vous suit complètement sur... Non, pas surtout. Au D'accord. contraire. Elle vous Je freine. pense que c'est l'une des Elle- personnes qui m'engueule le plus dans la D'accord. vie. Ouais. Ouais, On va le dire comme ça. D'accord. Donc elle vous freine. Enfin, avec sa méthode à elle et son style à elle. Mais oui, bien sûr, Nathalie. Elle vous dit clairement, mais Stéphane, qu'est-ce que tu as encore fait? Pas en tant que député, mais ça dépend des moments. Mais en tout cas, à l'époque, Nathalie avait été sur ma liste aux élections consulaires. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle était... Enfin, moi, Samantha Casbonne m'avait demandé d'être tête de liste Mhm. pour une Pour les élection élections consulaire. Très bien. Une liste qui rassemblait un peu Ouais. des gens indépendants et engagés, encartés politiquement au Ouais. centre. Et logiquement, Nathalie, qui était en responsable de Renaissance sur la péninsule ibérique à ce moment-là, était un choix logique. En plus, Oui. c'était quelqu'un de très engagé, avec des idées très structurées, avec un caractère. Je me dis, bon, voilà, c'était une bonne colistière. Ça fera une bonne élue si elle est élue. Elle était numéro 4, elle a été élue déléguée consulaire. Et au moment où on approchait des élections de 2022, et que je devais réfléchir à un ou une suppléante, je me suis dit, bon, dans la shortlist que j'avais, j'aurais préféré prendre quelqu'un de Lisbonne ou de Barcelone, mais j'arrivais pas à trouver une personne en qui j'avais plus confiance, en ses capacités Mhm. et en sa force qu'en Nathalie Cogia. Donc je l'ai choisi. D'accord ? Et ça, c'est quand vous Mais étiez... largement avant. Avant. C'est quand on pensait qu'on allait être investi par, C'est ça, par le parti. par ensemble, la Ouais. coalition du centre sûr, avec le bien Modem, sûr. Horizon, Ouais. etc. Et là, patatras, début mai 2022, les rumeurs se transforment en réalité. Je ne suis pas investi. Et donc, il est clair que si mes velléités de me présenter quand même se confirment, je serai expulsé du parti. Bon, j'appelle Nathalie, je dis, bon, écoute Nathalie, c'est la situation, ça sera un autre candidat qui a été choisi, Manuel Valls. Toi, évidemment, je t'ai proposé d'être ma suppléante, continue à te le proposer. Mais t'es Mais libre. maintenant, c'est ta décision. C'est toi qui dois décider parce que tu es au comité exécutif de La République En Marche, tu es dans les 30 ou 40 personnes les plus influentes dans le parti qui est quand même le parti le plus influent de France. Si jamais tu décides de rester avec moi, on peut perdre. On peut gagner aussi, mais on peut perdre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu seras aussi expulsé comme moi. Je ne peux pas t'obliger à prendre cette décision. Je ne peux pas t'obliger à te faire expulser. Donc c'est toi, je te donne 24 heures, tu décides ce que tu fais. Si tu viens, je serai ravi. Si tu viens pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Et voilà, et 24 heures plus tard, elle m'a dit, écoute Stéphane, non, désolé, ça correspond. Enfin, Enfin, pas désolé. désolé, mais ton positionnement correspond à ce que je crois. Il y a une légitimité de terrain.
Il y a aussi un moment où on doit créer un rapport de force avec des gens qui veulent nous imposer des décisions qui sont à l'évidence, qui vont sans doute à l'encontre de ce qu'attend l'électorat. Ouais. Et donc, ben non, moi je te suis. Je te suis, même si ça veut dire que je me fais expulser. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une marque de caractère remarquable. Donc, Et là, vous avez tout à faire, la campagne, et là, on a tout remonté depuis. à faire les affiches, à faire tout le travail. Ouvrir un compte de campagne chez la Banque Postale, Ouais. notamment. Qui s'est bien passé la première fois. Cette fois-ci, oui. On avait un peu plus de temps. Ouais. Ça s'est bien passé. Et puis, on a fait une campagne. Et puis, voilà. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. On a gagné. Enfin, on s'est qualifié pour le second tour. Et au deuxième tour, on a gagné très largement contre le candidat de la NUPES à l'époque. Oui, absolument. Renaud Lebert. Absolument. Alors, quand vous regardez et puis après, bon, effectivement, on connaît l'histoire. En tout cas, l'histoire, on va en parler dans quelques instants. Quand vous regardez dans le rétroviseur, si c'était à refaire aujourd'hui, vous feriez pareil ou vous feriez différemment? Ce choix. Ouais, ce choix. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. D'accord. Non, c'est pas la meilleure. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, à égalité, c'est quand j'ai quitté ma banque en 2012 pour me donner une chance d'accepter une opportunité que m'avait proposée le FMI. D'accord. À l'époque, en 2012, le FMI m'avait appelé. On était en contact depuis des années parce qu'on travaillait beaucoup ensemble sur l'Espagne. Okay. Et mon contact m'appelle, il me dit, écoute Stéphane, janvier 2012, écoute, je pense que malgré tous les efforts du gouvernement espagnol, ils ne vont pas y arriver et que l'Espagne, tout comme la Grèce, tout comme le Portugal, tout comme l'Irlande, l'Espagne va finir par tomber. Mais l'Espagne, c'est tellement gros on ne peut pas la laisser tomber. On ne peut pas la laisser tomber, donc on va forcément intervenir. Il y aura la Troïka, il y aura les équipes permanentes de la Banque Centrale Européenne, de la Commission et du FMI qui s'installeront à Madrid, qui géreront le pays. Et ce qu'on te propose, c'est si à ce moment-là, ça se matérialise et que toi, tu es disponible, on voudrait que tu viennes avec nous et tu gérerais le secteur financier espagnol. J'avais 36 ans. J'ai dit, comment on dirait en anglais, « Hold my beer ». Bougez pas, ne vous inquiétez pas, je serai disponible. Okay, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler à ma banque pour être libéré de mes obligations. Et ma banque, autour du 20 juillet, me dit « Ok, c'est bon. T'es bon, t'es dehors. » Décidément, le mois de juillet, pour vous, et 5 jours plus c'est tard, aussi votre date d'anniversaire d'ailleurs. Oui, effectivement. Effectivement. Et 5 jours plus tard, donc la banque me libère, donc je me dis, ça y est, je suis prêt. Et on était en pleine crise, l'Espagne était à quelques jours d'imploser. Ouais. 5 jours plus tard, Mario Draghi dit, je vous rassure, le président de la Banque Centrale Européenne dit au monde effaré, au monde anxieux, dit, je vous assure que la Banque Centrale fera tout ce qui est dans son mandat, tout ce qui est nécessaire, whatever it takes, pour sauver l'euro. L'économie. Et croyez-moi, ça sera suffisant. Et à ce moment-là, la crise de la dette souveraine s'est arrêtée. Et soudain, l'Espagne était sauvée. Et donc, mon job disparaissait. Et donc, je me retrouvais du jour au lendemain de passer du confort d'un travail en banque d'affaires, j'étais managing director, à être à la rue, en pleine récession, dans le pire moment pour trouver un job. Mais c'est à ce moment-là que j'ai monté ma première société, conseiller indépendant, que j'ai commencé aussi à investir à droite à gauche. Et en fait, cette indépendance professionnelle que j'ai trouvée, elle m'a permis de faire plein d'autres choses, et notamment de m'impliquer quand mes enfants sont rentrés au lycée français, de m'impliquer dans l'association des parents d'élèves, de m'impliquer de plus en plus dans la vie associative des Français, de mieux connaître un peu mes concitoyens. Et ça m'a permis d'être un jour appelé par Alain Juppé pour devenir son représentant en Espagne pendant sa campagne pour la primaire de la droite et du centre. Hein, ça, c'était en 2016, 9 ans avant qu'il choisisse d'appuyer sur le bouton et de m'éjecter. Et ensuite... Pourquoi alors, comme vous abordez ce sujet, quand vous dites qu'il appuie sur le bouton pour m'éjecter, expliquez-nous. Ça, c'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, Alain Juppé est un des 9 sages membres du Conseil constitutionnel. Mais est-ce qu'il a appuyé, lui, sur le bouton? On ne sait pas. C'est une décision collégiale qui a été signée et validée par le président du Conseil, Richard Ferrand, qui était aussi, ironie de l'histoire, le président de l'Assemblée nationale qui m'a accueilli pour ma première intervention dans l'hémicycle. Qui vous a donné les... Donc, il m'a fait entrer dans ce monde et qui m'en a fait sortir au moment où ils ont effectivement validé la recommandation de leur administrateur qui leur a dit, écoutez, malheureusement, il a l'air plein de bonne foi, mais... Bon, on va en reparler. Moi, tout à l'heure, là, comme vous abordiez évidemment le fait d'être candidat libre, le fait d'avoir rencontré évidemment les électeurs, est-ce que cette étiquette, ce positionnement de candidat libre, sans étiquette, vous a-t-il rapproché des électeurs ou au contraire et puis, alors, à la fois pour les électeurs
ce qui est une des questions. Mhm. Et de la même manière, est-ce que cela vous a isolé dans le monde politique? Alors, Comment ça a été perçu? c'est vrai qu'il y a une méfiance vis-à-vis de moi à Paris. C'est évident. Les Avec gens, le troublion, pas forcément, peut-être un peu trublion, mais surtout le côté incontrôlable. c'est ça. Mais c'est très bien. Moi, je veux que tout le monde sache que je suis incontrôlable, effectivement. Personne ne pourra me dire arrête de parler de ça. Ou alors, si vous voulez me faire arrêter de parler de ça, il faut me virer. Ok, bon, malheureusement, le message est passé. Ah oui, là, il est bien passé. Là, il est passé. Mais voilà, moi, c'est mon objectif. Moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en politique, surtout quand je ne veux pas en faire une carrière, moi, je suis de passage en politique. Je ne sais pas si ce passage est déjà fini ou si j'aurai encore quelques années en plus. Mhm. Mais la politique, pour quelqu'un qui ne veut pas y faire carrière, je pense que ça passe par des rapports de force. Mais Établir c'est des rapports de force et imposer à ceux qui décident et à ceux qui ont la main sur le volant, leur imposer de modifier la marche, de modifier la vitesse, de modifier la trajectoire. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire avec tous les ministres des Français de l'étranger. Je suis à la fois le poli bueno et le poli malo, le good cop et le bad cop. D'accord ? D'abord, on commence en good cop. D'accord ? Il y a des bonnes raisons pour, par exemple, mettre en place le renouvellement à distance des passeports sans déplacement dans les consulats. Et à partir du moment où on me croit et le gouvernement s'engage à le faire et que je vois qu'il ne le fait pas, là, je commence à m'énerver et je commence là, à vous taper. montez le ton. Et là, je monte le ton. Là, je monte le ton et je dis, ça va pas. Qu'on soit amis ou pas, qu'on soit d'accord politiquement sur l'ensemble ou pas, il y a des promesses qui ont été faites, il y a des engagements, maintenant, il faut les tenir. Si vous ne les tenez pas, c'est tous les électeurs, et moi le premier, que vous aurez face à vous. Mais alors justement, est-ce que la vie politique, le fait de vous retrouver dans cette arène politique, ont renforcé ce Stéphane Vojetta franc-tireur qui dérange, ou est-ce que la politique vous a poussé à le devenir encore plus comme une course en avant au risque de prendre un retour de manivelle? En fait, on est 600 députés, 577 à l'Assemblée nationale. Il y en a beaucoup qu'on n'entend jamais. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qu'on n'entendra jamais, dont on ne connaît pas les idées. On ne sait même pas si... Ils ont sans doute de bonnes idées. Ils n'ont pas d'expression. Voilà. Et qui n'auront pas un gros impact sur la marche de la nation, même s'ils feront des choses au niveau local, etc. Moi, je me suis dit, bon, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est pas d'y faire carrière. C'est la politique comme vecteur de changement. Moi, comme beaucoup de Français, et beaucoup de Français qui ont décidé de partir à l'étranger, j'ai quand même un certain recul sur la France. Un recul volontaire. Hein. Il y a un moment où je me suis dit, mon avenir, il est hors de France plutôt qu'en France. C'est-à-dire que la France n'a pas beaucoup de pression sur vous, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai un regard critique sur la France. J'adore la France, c'est mon pays, mais j'ai un regard critique. Pression. Et quand on a un regard critique sur quelque chose, soit on se contente de critiquer, soit on se dit, il y a certaines des choses que je critique qui pourraient être modifiées, et ça pourrait être fait, et je pourrais même y prendre ma part. Voilà, pour moi, c'est ça. Avoir la chance d'être quelques années en politique et d'avoir un rôle institutionnel important, être un parlementaire, c'est avoir une opportunité, recevoir l'opportunité de prendre sa part au changement. Okay ? Donc, à partir du moment où j'ai cette opportunité, je ne peux pas perdre mon temps. Je ne peux pas faire couler de l'eau tiède. Il faut, si j'ai des choses clairement en tête, j'essaie d'atteindre ces objectifs le plus rapidement possible parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et on l'a vu 2 fois. On l'a vu la dissolution de 2024 qu'on n'attendait pas, qui, moi, a interrompu certains de mes travaux. Heureusement, j'ai pu les reprendre derrière. Et maintenant, j'ai cette deuxième interruption, l'invalidation par le Conseil constitutionnel, qui met encore plus un frein, un coup d'arrêt à mes combats. Je suis encore plus frustré que je pouvais l'être en 2024, parce que cette fois-ci, en 2024, j'avais un appel, la politique de faire appel aux électeurs et de dire, bon, ok, il y a dissolution, mais élisez-moi à nouveau. Redonnez-moi le et dans mandat 3 pour semaines, je recommence. Que je puisse continuer. Voilà. Là, vous pouvez pas. Le Conseil constitutionnel dit dégage, et je suis obligé de dégager. Ouais. J'ai pas le choix. Et les travaux que j'ai en cours, je dois les abandonner. Si quelqu'un ne les reprend pas. C'est pour ça qu'effectivement, Nathalie Coggia, qui m'a accompagné sur toutes ces années de députée, elle veut les reprendre, et c'est pour ça qu'elle a mon soutien, effectivement. D'une manière assez égoïste, je veux que mes travaux, que je considère importants, survivent à Paris. D'accord, donc en fait, Nathalie Coggia va reprendre le travail que vous avez déjà engagé. Elle vous le dira. Elle le fera, entre autres choses. Elle a d'autres objectifs, d'autres projets. Donc, mais elle n'a peut-être pas la même sensibilité non plus que vous, ou elle a peut-être une manière différente d'aborder les sujets. Sur les dérives du numérique, le danger des écrans pour les enfants, sur la nécessité d'une sincérité des comptes publics et d'une reprise en main de la dépense publique, elle est totalement alignée avec moi. Oui, moi je me rappelle simplement de Stéphane Vojetta.
sur le débat lors de l'interdiction d'accès aux mineurs aux sites pornographiques, Mhm. bah, vous avez véritablement eu un langage particulièrement cru au perchoir de l'Assemblée nationale. Ça, je pense que on en avait déjà entendu Mhm. des affrontements politiques. La Troisième République était quand même parmi l'une des républiques où il y a eu des échanges Mhm. de verbes euh, sympathiques Mhm. entre différents membres de l'Assemblée des députés. Mais là, je pense que là, vous avez été relativement fort. Il faut, Vous avez décidé de frapper un grand coup ou... oui, il faut Comment, frapper. comment avoir pris parce que je pense que vous n'êtes pas fait que des amis. Et quelle a été la réaction justement des autres députés? Moi, j'aurais bien voulu être ce jour-là à l'Assemblée nationale Mhm. et voir la réaction de vos confrères. Alors malheureusement, il était Donc là, 23h40. ils étaient fatigués, je pense Ils qu'ils étaient fatigués, ils ils sont n'écoutaient pas... pas tous. Mais on va remettre dans le contexte. Pour moi, j'étais en train de m'exprimer à la tribune de l'Assemblée nationale sur un des sujets qui me tient le plus à cœur, à savoir comment est-ce qu'on protège nos enfants, C'est par rapport à vos les propres mineurs enfants. jeunes. Oui, ça me tient à cœur parce Oui. que j'ai des enfants de 11 ans D'accord. actuellement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Et il y que a je une vois dérive qui vont que sur dans des... leur cours d'école, Ouais. même si moi, ils savent qu'ils n'auront pas de téléphone portable, en tout cas pas de téléphone, pas de smartphone Ok. avant 14 ans, Ouais. eh ben, ils ont des amis de 10 ans, de 11 ans, qui ont des smartphones et qui leur montrent du porno. Et moi, ça m'emmerde. Ouais. Ça m'emmerde et je pense que ça devrait emmerder tous les parents qui sont conscients des risques que ça fait peser sur le développement psychologique et affectif de leur enfant. D'accord? Et donc moi, je me suis dit, j'ai 5 minutes pour m'exprimer sur ce sujet. Je peux faire comme tous les députés qui m'auront précédé et comme tous ceux qui vont suivre, un discours lignifiant où on répète ce que mon parti a fait, la position du Premier ministre, on utilise des beaux mots, un langage Oui, châtié. mais ça, c'est du confort Voilà. de vie. Hein. Voilà. Ou On ne alors, prend pas de risque. j'essaye de faire quelque chose qui va un peu marquer les esprits et qui va déranger. Parce que quand on est dérangé, on commence à réfléchir. Et donc, effectivement, je montre à la tribune et je dis, on veut souvent, quand je veux réguler les réseaux sociaux, la liberté d'expression. Et moi, je dis, la liberté d'expression, ça ne peut pas être la liberté de montrer des doubles pénétrations à des enfants de 10 ans. Voilà. Et là, j'ai regardé mes collègues et je leur dis, et si vous êtes choqués par le fait que j'utilise ces mots à cette tribune, alors imaginez la réaction d'un enfant de 10 ans quand il voit les images qui sont derrière les mots. Et là, tout le monde a réfléchi. Et tout le monde s'est dit, il a raison. Les mots, c'est quelque chose. Les images, c'est Oui, l'échelle non, c'est l'échelle supérieure. Et là, tout le monde a compris. Et ça a circulé, effectivement. Et ce qui nous a fait rire, alors moi, les gens dans mon groupe parlementaire avec lequel je travaille, EPR, m'ont dit, je pense que c'est la première fois, enfin, tu vas obliger les gens du compte-rendu, ceux qui écrivent le compte-rendu ils vont regarder ils l'orthographe. vont devoir pour aller être- chercher l'orthographe de Boukake, C'est ça. en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de cas dans tous les sens. Là, ils vont se poser des questions en disant de quoi De parle-t-il. quoi parle-t-il? Voilà. Est-ce Mais que voilà, c'est la mais- capitale d'un nouveau pays qu'on ne connaissait pas? D'accord. J'ai un autre exemple. Quand, là, sur les 2 dernières motions de censure présentées par le Parti socialiste, à chaque fois, c'était sur les retraites. Ouais. D'accord? À chaque fois, le groupe EPR, auquel je suis apparenté, je ne leur appartiens pas, mais j'y suis apparenté, lance un appel à candidature. Qui veut s'exprimer et avoir 10-15 minutes à la tribune pour s'exprimer au nom du groupe? Moi, je ne le fais jamais. Mais cette fois-là, j'aurais dit, écoutez, sur les retraites, c'est mon combat. Et si vous me laissez m'exprimer, je vous promets que je vais dire des choses qui vont marquer et qui vont changer la donne. C'est comme ça que ça s'est décidé. Et à chaque fois, on m'a dit, OK, vas-y, bingo. On sait que tu as des choses à dire, vas-y. Par contre, essaye de ne pas parler de double pénétration cette fois-ci. Sur l'aspect des retraites, Qui sait? qui sait? Alors, Il y a un angle. Et en l'occurrence, le 3 juillet, je suis monté pour la 2e fois à la tribune. Et ce jour-là, effectivement, j'ai fait un discours sur les retraites, le déficit caché, la Cour des comptes. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un déficit. Et bien, ce discours, il a été mis sur les réseaux, il a fait 600 000 vues. Les discours qui m'a précédé et celui qui m'a suivi, d'un Ils ont député fait LR, 2000. Ils ont dû faire 2000. Alors justement, vous recherchez quand même un petit peu en même temps l'image, la notoriété, c'est quand même un peu votre ADN aussi. Pour les combats que je Ouais. défends, oui. D'accord. Alors, moi, je vais vous citer quelques grandes figures françaises qui ont refusé de plier Mhm. à différentes époques. On parle évidemment de De Gaulle, Mhm. on parle de Clémenceau, on parle de Jaurès, on parle de Jean Moulin, de Simone Veil, Mhm. donc hommes et femmes, hein, Mhm. même si effectivement je parle en tout cas de l'idée. Lequel ou laquelle vous inspire le plus? Alors, dans cette liste-là, j'admire beaucoup Simone Veil, évidemment, et le général de Gaulle.
mais ça serait, si j'avais droit à une Oui. réponse spontanée, ce Allez. serait pas cette liste-là que j'aurais choisie. J'aurais choisi André Malraux. D'accord. André Malraux, parce que, effectivement, c'est un homme, c'est pas un héros, Un visionnaire? mais il est visionnaire, il est aventurier, il avait le goût du risque. Ouais. Quand il était jeune, il est parti en Asie du Sud-Est, il s'est fait emprisonner pour soi-disant pillage de tombeaux. Mais quand il a vu ce qui se passait en Espagne, il est parti faire la guerre en Espagne avec les Républicains. Quand il a pu s'engager dans la brigade Alsace-Lorraine, il s'est engagé dans la résistance. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, allie à la fois le talent littéraire et les idées avec l'action. Et qui, derrière, effectivement, est devenu l'homme de confiance du général de Gaulle, qui est devenu ministre de la Culture, qui a marqué l'histoire de la France pendant une trentaine d'années. Absolument. Donc voilà, André Malraux, c'est ma référence politique. C'est votre référence. Souvent, les hommes politiques, d'ailleurs, ont souvent une personne comme référence qui leur sert de... Voilà. Beaucoup disent Clémenceau ou d'autres. Voilà. Quel est l'homme politique avec qui vous aimeriez partager le moins de temps? Alors, je vais vous en citer quelques-uns et surtout ne pas être comparé. Alors, forcément, vous avez été adversaire à Manuel Valls, donc je vais citer Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, François Hollande. Lequel d'entre eux serait peut-être celui avec qui vous voudriez passer le moins de temps? Le moins de temps possible, clairement, dans cette liste-là, Jean-Luc Mélenchon, sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que je le trouve désagréable et je trouve ses idées dangereuses. Et je suis persuadé que nous n'avons rien à nous dire. En revanche, dans la liste, moi, je passerai volontiers un peu plus de temps avec Manuel Valls. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai salué son retour aux affaires et je pense que c'est un bon ministre de l'Outre-mer. J'espère que de son côté, il a enterré l'âge de guerre aussi profond que moi, je l'ai enterré. Bon, on va parler, si vous le voulez bien, de votre invalidation et de ses conséquences. Donc, on change un petit peu de sujet. Alors, je disais qu'effectivement, le mois de juillet, chez vous, c'est un mois, a priori, qui revient fréquemment, où il se passe pas mal de choses. Donc, le 11 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé votre élection et vous a déclaré inéligible pour 1 an. Où est-ce que vous étiez quand vous avez appris? Parce que, bon, forcément, je me doute qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré dans votre mémoire. Où est-ce que vous étiez quand c'est arrivé, quand vous avez eu quand c'est tombé sur toutes les chaînes publiques et les informations radio ou autres, mais en même temps... J'ai eu le scoop avant. Je me doute, Et puis, comment vous l'avez appris, justement? Justement. Écoutez, moi, le jeudi 11 juillet, alors le mercredi 10, j'étais au Parc des Princes pour un tournoi de foot bénéfique au profit de 30-18. L'association, le numéro d'appel contre le harcèlement en ligne. Ensuite, j'étais parti à Séville pour une soirée anticipée du 14 juillet. Donc, c'était le jeudi 10 juillet au soir. Et le 11 juillet, donc je suis revenu de Séville après première heure du matin. Vous êtes rentré à Paris? Voilà. Non, je suis rentré à Madrid. Ah, vous êtes rentré à Madrid. De Séville à Madrid. Okay. Je suis rentré chez moi. Et au moment où je pose mes affaires dans la cuisine, ma femme était avec les enfants. Et là, mon téléphone sonne et je vois que c'est mon avocat, l'avocat avec qui avait préparé ma défense pour mon passage devant le Conseil constitutionnel. Je sors, je décroche, et là, il me dit « Monsieur le député, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. » Et là, je dis « Ouh là là !» Et effectivement, la mauvaise nouvelle, c'était effectivement que le Conseil constitutionnel avait statué... C'est une mauvaise nouvelle juste financière, c'est-à-dire de dire que vous n'êtes pas repris sur les comptes quand vous excluez les comptes de campagne et qu'on ne vous rembourse pas. Ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est quand même une mauvaise nouvelle. On parle quand même de quelques milliers d'euros. Oui, mais je vais vous expliquer en fait. Donc effectivement, la mauvaise nouvelle, dans l'esprit de mon avocat, c'était pas le fait qu'on ne me rembourse pas les 10 000 euros que j'avais mis dans la campagne, que j'avais investi dans la campagne à titre personnel. La mauvaise nouvelle, c'était qu'effectivement, le Conseil constitutionnel avait en plus décidé que je devais être inéligible et donc perdre mon mandat et ne pas pouvoir concourir à une élection pendant 1 an après ça. Ça, c'était le coup dur, parce que c'est une peine supplémentaire qui est infligée dans les cas où celui qui juge détermine que la fraude est avérée. Est particulièrement grave. Oui. D'accord. Et c'est là que mon été a été beaucoup plus agité et occupé après le 11 juillet que ce que je n'aurais cru à ce moment-là, puisque finalement... J'ai reçu tellement de messages de personnes, et surtout de spécialistes, d'avocats notamment, qui m'ont dit que la décision juridique du Conseil constitutionnel n'avait ni queue ni tête, que finalement j'ai passé une partie de mon été à préparer ce qui sera
mon recours face à à la Cour de justice européenne des droits de l'homme, à la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Je vais recourir à la décision du Conseil constitutionnel, donc je vais, on va dire ça comme ça, traîner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme pour remettre en cause cette décision du Conseil constitutionnel, qui n'est pas sujette à appel. En droit français, elle est définitive. Oui. Je suis définitivement déclaré inéligible, mon mandat est perdu. D'accord ? Mais c'est quoi? C'est obtenir des indemnités? Non. C'est laver, C'est laver c'est laver la mon présomption. honneur et démontrer que le droit ne peut pas être appliqué de cette manière-là en ce qui concerne les élections, le droit électoral. Le droit électoral français n'est pas adapté aux candidats des Français de l'étranger, en particulier à des candidats qui ne sont pas soutenus par un parti politique, par un appareil politique. Pour simplifier, ce qu'on me reproche, c'est de ne pas avoir respecté la loi. La loi, que dit-elle? La loi électorale dit, si vous faites une campagne pour devenir député, vous devez ouvrir un compte bancaire auprès d'une entité de crédit française. Déjà. Pas n'importe quoi, hein, pas Revolut ou autre. Non, auprès d'une banque française en France. Et ensuite, vous devez faire passer toutes vos dépenses et toutes vos recettes par ce compte. Okay. Absolument. Et ensuite, vous déposez votre livre de compte auprès de la commission des comptes de campagne. Très bien. Moi, le premier jour, enfin le lendemain de la dissolution, donc le lundi matin à 6h, j'écris à mon équipe, priorité numéro 1, comme en 2022, on ouvre le compte bancaire auprès de la Banque Postale, qui est ma banque de député. Bien sûr. D'accord, la seule banque que j'ai en France. Un compte que j'ai ouvert quand je suis rentré en France en tant que député en 2021. Mais pourquoi être allé justement dans cette banque qui n'est pas forcément la banque la plus adaptée justement pour... Alors, retour en arrière. Ouais. Septembre 2021. Samantha Cazbonne gagne les élections sénatoriales. Ouais. Je vais devenir député une semaine plus tard. Ma vie change. J'arrive à Paris et on me dit monsieur le député, voici votre sacoche, voici votre écharpe. Et là, voici les conditions. Vous aurez cette enveloppe de frais de mandat. Ça, c'est votre indemnité. Maintenant, donnez-nous votre RIB pour qu'on vous verse tout ça. J'ai dit, OK, voici mon RIB. Ça veut dire qu'on vous paye tout de suite? Non. On va vous le donner à la fin du mois. On vous le donnera à la fin du mois. OK. Voici mon RIB espagnol, Banque Inter, ma banque. C'est pas possible. Non, il nous faut une banque française. Écoutez, moi je suis parti de France il y a 25 ans, j'ai plus de compte bancaire en France. Ça c'est embêtant, parce qu'il vous faut un... OK, écoutez, je sais pas, vous avez une recommandation? Vous auriez pu commander, continuer là-dessus, le seul député à ne pas être payé. Voilà. Ça aurait été... Ouais. On m'a dit, vous savez quoi? La Banque Postale a un guichet dans l'Assemblée nationale. La Banque Postale est la banque de l'Assemblée nationale. Ils vous ouvriront un compte immédiatement. Ouais. Effectivement, j'y suis allé, ils m'ont ouvert un compte très rapidement. Je suis le député, très bien, pam. C'était ma banque en France. Le 9 juin à 21h, Emmanuel Macron, l'an dernier, nous dit « Je dissous l'Assemblée nationale ». Le premier tour aura lieu dans moins de 3 semaines, le 30 juin. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, comme en 2022, je vais ouvrir un compte chez la Banque Postale, mon compte de campagne chez la Banque Postale, ou alors je vais essayer d'aller convaincre une banque qui ne me connaît pas de m'ouvrir un compte à moi, personne exposée politiquement, qui ne suis pas résident fiscal en France, puisque je suis toujours... mais vous étiez quasiment sûr de récupérer l'investissement, parce que vous alliez naturellement dépasser 5%. Bien sûr, mais le problème, c'est pas de récupérer ou de me faire rembourser. Le problème, c'est qu'une banque... N'aime pas trop d'ailleurs. C'est qu'une banque accepte de vous ouvrir un compte si vous résidez à l'étranger et qu'en plus vous êtes personnalité exposée politiquement. La réalité, c'est que, du coup, la Banque Postale n'a pas été capable, à cause de leurs problèmes internes, problèmes technologiques, ils n'ont pas été capables de m'ouvrir un compte de campagne avant 5 semaines plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'entre-temps... Il y a eu des interactions. Oui, parce que quand on lit le jugement, on met en cause votre mandataire financier. On rappelle quand même quel mandataire, c'est la personne qui est supposée gérer pour vous l'ensemble des recettes et des dépenses. Oui, et la gestion du compte bancaire de campagne. Du compte bancaire. Effectivement. Donc, et on lui reproche de ne pas avoir suffisamment fait le travail nécessaire de relance auprès de l'organisme, la Poste, en l'occurrence, la Banque Postale. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez dépensé plus de 10%, enfin, je crois que c'était 37%. Oui, effectivement. C'est-à-dire près de 7 000 ou 8 000 euros du montant de vos dépenses, parce que c'était une campagne très courte, donc pas énormément de dépenses non plus à faire. Alors, évidemment, à quoi a servi cet argent? Alors vous allez me répondre, déjà prendre des billets d'avion, parce que les compagnies aériennes, elles ne vous font pas crédit. Voilà. Non, mais c'est ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé?
puisqu'on n'allait pas avoir Ouais. le compte bancaire le premier jour, Ouais. d'habitude, il y a une tolérance. Effectivement, le Conseil constitutionnel accepte qu'on dépense hors du compte Ouais, c'est quelques 10%. pourcents. Ouais, Mais bien sûr, il faut que toutes ces dépenses soient répertoriées. bien sûr. Elles soient remises sur le compte, Bien reportées sur le compte bancaire avant la fin de la campagne et le dépôt des comptes de campagne. Donc, nous, on avait commencé d'ailleurs le lundi matin. Il fallait que je réserve un vol pour Lisbonne, parce que c'était le lundi suivant, je devais venir, et il ne restait plus qu'une seule place sur les vols disponibles ce jour-là. Donc, il fallait. Et donc, cet argent, qui était mon argent, quoi qu'il arrive dans tous les cas, ces 10 000 euros, ben, j'ai commencé à le dépenser avec ma carte de crédit, plutôt qu'avec la carte de crédit du compte de campagne. D'accord ? En me disant, c'est pas grave, dans 3 jours, on aura le compte et on pourra Faire le transfert. faire le transfert et j'aurai dépensé peu. Du coup, ça sera sous le seuil tolérable pour le Conseil constitutionnel. Sauf que, à la place de 3 jours d'attente, duré beaucoup plus ça a longtemps. duré 5 semaines. D'accord, mais qu'est-ce qui vous empêchait derrière, les 3 jours ou au bout d'une semaine, de vous dire, waouh, c'est mal barré, rien n'avance, donc dans ce cas-là, je change de carte et je continue avec l'autre carte. Avec l'autre carte. Bah, vous avez parlé, vous dites, je reste Celle du compte de campagne. Ouais, Bah, parce que le compte de campagne n'était toujours pas ouvert. D'accord. Là, à ce jour, on n'a toujours pas reçu la carte. Là, c'est Un peut-être. an plus tard. Vous pouvez leur dire de la Non, garder. parce qu'on on a annulé, parce que la campagne était finie. Mais ce que je veux dire, c'est que Demandez-leur déjà le remboursement des frais. c'est fait aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi poursuivre la Banque Postale pour D'accord. dommages et intérêts. Donc aujourd'hui, vous partez en guerre contre Contre la Banque l'établissement. Postale. Alors contre la France, que vous attaquez devant le Conseil. Oui. Oui, devant le Conseil, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, vous réclamez quoi? Simplement qu'il déclare que le jugement du Conseil constitutionnel est contraire aux droits de l'homme Ok. et du citoyen. Et c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Et c'est Il y a déjà des députés qui l'ont fait? Non. C'est ce qui me semblait. Non. Encore une fois, le franc-tireur. Non, mais, Vous ouvrez la voie. mais ça répond totalement à la situation. Puisque non seulement la décision du Donc, c'est vous l'avez Conseil demain, constitutionnel est sans appel, mais surtout elle est erronée. Puisque sur la première peine, celle où on rejette mon compte de campagne, Oui. où on dit on ne vous remboursera pas. D'accord. Soit j'aurais accepté. Je dis effectivement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour respecter les règles, mais on m'en a empêché. Un tiers, la Banque Postale m'en a empêché. À partir de là, je reconnais, je n'ai pas respecté les règles. C'était ma 4e élection législative, hein, 2017, 2018, 2022, 2024. Je les connais, les règles. J'ai tout fait pour les respecter. Un tiers m'en a empêché. Je n'ai pas pu les respecter. S'il doit y avoir une sanction économique, ok, j'accepte. Je prends, je perds 10 000 euros, c'est mon risque. Par contre, la peine supplémentaire d'inéligibilité, le Conseil constitutionnel la justifie en disant que mon mandataire financier n'a pas fait des efforts suffisants C'est ce que vous leur reprochez. pour ouvrir un compte de campagne auprès d'une autre banque. C'est ça, oui, absolument. Alors, et c'est ça ce que je leur reproche. Car le code électoral dit, Une fois que vous avez ouvert, une fois que vous avez avez fait la initié la demande, vous ne pouvez initier une seconde demande que si la première banque vous a Refuse. opposé un refus par écrit. D'accord ? D'ailleurs, scoop, je suis mandataire financier de Nathalie Kodja sur sa D'accord. campagne. Je viens d'ouvrir un compte chez BNP Paribas en France. j'allais vous demander si c'était la banque Le postale. premier document qu'on vous demande, c'est une déclaration sur l'honneur que vous n'avez pas demandé d'ouverture de compte auprès d'une autre banque au préalable. Si vous ne faites pas ces déclarations sur l'honneur, on vous refuse l'ouverture de votre compte. D'accord ? Le Conseil constitutionnel, la seule justification du Conseil constitutionnel pour déclarer la peine d'inéligibilité, c'est me reprocher de ne pas avoir fait quelque chose, alors que ce quelque chose est illégal. C'est absurde. Et c'est quelque chose qu'un étudiant en 2e année de droit aurait vu. Combien de temps pour obtenir une première décision? Des années. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais On est bien d'accord. mon honneur sera lavé. Mon honneur sera lavé, la France sera condamnée, et je suis désolé, consterné par cette situation, par le fait que les Français de la circonscription soient obligés de retourner devant les urnes, par le fait que les agents consulaires, les assesseurs électoraux soient obligés de passer 2 week-ends derrière les bureaux de vote, alors que le Conseil constitutionnel pouvait parfaitement se contenter de ne pas me rendre mes 10 000 euros. Et au lieu de ça, ils prennent une décision totalement erronée juridiquement qui va coûter 1 million d'euros à la France et qui en plus interrompt mon mandat et qui donne un coup dans l'aile au combat que j'étais en train de mener avec succès. Et vos collaborateurs dans tout ça? Virés du jour au lendemain, sans indemnité, sans droit au chômage. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, il y en a encore pour qui on ne sait pas, qu'on va essayer si possible si Nathalie gagne, si Nathalie Kodja remporte cette élection, elle reprendra certains d'entre eux.
Une a réussi à trouver un autre emploi à Paris, dans une équipe parlementaire. Et sur une autre de ces personnes, on se pose encore la question de comment est-ce qu'on va pouvoir gérer. Et donc la Banque Postale, bah là, vous l'avez dit tout à l'heure, donc après la France devant l'Europe, Mhm. la Banque Postale, c'est devant les tribunaux Ça français. sera devant les tribunaux français. Je les poursuivrai pour dommages et intérêts. Que vous Préjudice. estimez. Donc là, c'est quoi le préjudice? Je vais C'est pas les 10 000 euros? Ah, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup plus. On est Ça bien sera- d'accord, Ça sera ouais. beaucoup plus. Ça sera beaucoup plus. Effectivement, c'est 10 000 euros, c'est les frais d'avocat, c'est le manque à gagner, c'est 4 ans de mandat. Sachant que moi, pour être député, j'ai mis fin à mes activités Professionnel. professionnelles incompatibles, puisqu'on ne peut pas être conseil et député à la fois, conseil financier et député. Et préjudice moral, notamment parce que bah, ça interrompt un travail que j'avais lancé depuis des années. Et deuxièmement, bah, ça donne l'opportunité à des opposants politiques d'écrire des mails à tous mes électeurs en disant que j'ai soi-disant fait de graves malversations financières, alors qu'en fait, on parle en réalité simplement d'être la victime, comme de nombreux Français de l'étranger l'ont été dans le passé, de l'ineptitude ou de l'inefficacité, soit de nos administrations françaises, soit des banques françaises, dès qu'il s'agit d'un Français de l'étranger. Est-ce que ce sera un des combats que vous souhaiterez qui soit mené demain par Nathalie Kojot ou par un député autre? Bah, elle vous répondra, mais je pense que ça fera partie des combats qu'elle mènera. Et d'ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale, en s'appuyant sur l'exemple de votre cas de bien mon cas, particulier? a dit qu'il fallait changer la loi, que c'était une application absurde de la Alors loi. vous n'avez pas été le seul ce jour-là. Il y a eu 2 autres députés. Oui, mais pour d'autres raisons. En l'occurrence, la députée de Montauban, c'est parce que des employés municipaux avaient, pendant leurs heures de travail, Travailler. fait campagne pour elle. Ça, c'est pour le coup, c'est strictement interdit. Oui. Donc on a bien compris effectivement que votre invalidation était principalement due à un retard de quelques semaines. Donc aujourd'hui, malheureusement, vous en faites les frais. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que Nathalie Kojot a un compte de campagne et que nous n'avons encore fait aucune dépense. Donc, à ce niveau-là, elle sera irréprochable. Là, vous avez fait attention. On avait fait attention à l'époque. Nathalie Kojot était dans ma voiture quand chaque demi-heure, mon mandataire financier qui était aussi dans la voiture, on avait fait Madrid, Portugal, Séville, mais vous m'avez dit que le bureau de la Banque Postale, il était à l'Assemblée. Pourquoi vous n'êtes pas allé les voir en disant « je ne sors pas de chez vous tant que vous ne m'ouvrez pas le compte » ? Voilà, le problème, c'est ça. C'est que si j'avais été un député français, député à Chambéry... Vous étiez fréquemment à Paris. Mais pas pendant la campagne. Pendant la campagne, j'étais sur le terrain. Vous n'avez pas été une seule fois à Paris? En tout cas, à partir du 24 juin, c'était le moment où on commençait vraiment à se poser des questions. On était dans ma voiture avec 4 personnes à faire le tour de la péninsule ibérique, comme on l'avait fait en 2022. Qu'est-ce que je fais? Je crois à la Banque Postale qui me dit « vous inquiétez pas, demain c'est débloqué », tout comme ils nous l'avaient dit avant-hier. Et comme ils nous le diront demain aussi. Je les crois, je dis « ok, demain ça va être débloqué, c'est bon ». Ou alors j'arrête ma campagne pour aller prendre un avion et essayer d'aller me réunir avec le directeur d'un... En plus, ce n'est pas le type de la Banque Postale à l'Assemblée. Dans ce cas-là, on nous renvoyait vers une agence normale. Je me dis non, de toute façon, quoi qu'il arrive, le Conseil constitutionnel, vu qu'il y avait déjà d'autres députés et d'autres candidats qui disaient on a des problèmes d'ouverture de compte, le Conseil constitutionnel avait déjà dit à ce moment-là de la campagne électorale, vous inquiétez pas, on sera compréhensif. S'il y a des problèmes d'ouverture de compte, on prendra en compte la situation exceptionnelle de la dissolution. Vous avez été le seul? Ou est-ce que d'autres députés ont eu le même problème? D'autres députés ont eu des problèmes similaires, parce qu'on n'en a pas entendu parler. Mais pas aussi tard que moi. Mais Caroline Yadan, par exemple, circonscription Israël, les Français d'Israël et d'Italie, est passée devant le Conseil constitutionnel, mais elle a été innocentée, entre guillemets. Okay. Donc c'est vous qui avez payé cher. J'ai payé cher, oui. Alors, justement... Nous payons cher tous, tous ceux qui sommes impliqués dans cette élection. Alors, depuis plusieurs mois, on va continuer sur un deuxième sujet. Alors là, on a compris effectivement aujourd'hui que vous contestez complètement évidemment la décision qui a été appliquée, que vous attaquez l'État français et que vous attaquez évidemment la Banque Postale. Donc ça y est, c'est acté, c'est déjà déposé. C'est en cours de préparation. Voilà. Donc maintenant, s'ils ne le savaient pas, maintenant ils vont le savoir. Oh, ils le savent. Ils le savent. Bon, maintenant, ils le savent officiellement. Voilà, on en a peut-être la primeur. See you in court. Voilà, on en a la primeur. Alors, Stéphane Vojetta, évidemment, en vous suivant et en suivant évidemment vos différentes prises de parole à l'Assemblée nationale ou votre prise de parole
fréquente d'ailleurs sur l'ensemble des réseaux sociaux, parce que vous êtes quand même doué, vous avez un don très fort au niveau de la frappe, parce que je trouve que quand même vous y allez, puis vous répondez, hein. Vous ne vous laissez pas intimider, vous passez votre temps à répondre, donc faut suivre, hein. Je me demande d'ailleurs quand est-ce que vous dormez, hein. Même dans l'avion, C'est un je de mes pense. secrets. Ouais, c'est un de vos secrets. Alors, depuis plusieurs mois, vous avez repris et mis en avant les propos de l'ancien inspecteur des finances, Christian Beaufret. Je pense que c'est un nom qui vous dit. Jean-Pascal. C'est Jean-Pascal? Jean-Pascal Beaufret, oui. Ah, parce que dans la presse, c'est repris comme Christian Beaufret. Ah non. Alors, écoutez, Jean-Pascal. Désolé, Jean-Pascal. Donc, voilà, je vous appelle par votre vrai prénom, Jean-Pascal Beaufret. Alors, vous dénoncez un mensonge comptable autour du système de retraite. Ouais. On sait à quel point, évidemment, aujourd'hui, le système de retraite français est un peu secoué. Certains, aujourd'hui, on veut même changer un petit peu le système de financier aujourd'hui pour créer sa retraite. Ouais. Donc, c'est quand même nouveau. Vous avez évoqué, vous, un déficit réel de 50 à 70 milliards d'euros par an. Hein, c'est pas 50 à 70 milliards, c'est 50 à 70 milliards chaque année qui vont crescendo. C'est-à-dire que chaque année, ça augmente et qui vont se cumuler. Là où la Cour des comptes parlait d'équilibre. Vous êtes même allé jusqu'à qualifier ce système de pyramide de Ponzi, j'en ai parlé tout à l'heure, et d'une manipulation de chiffres. Voilà. C'est grave. Oui, c'est grave. C'est des propos... Qu'est-ce qui est plus grave, de le dire ou de le faire? Oui, bonne question. Ah. mais bon, ça veut dire que si vous avez raison, c'est bien. Et si vous avez tort, ces propos peuvent vous coûter très cher. Vous avez suivi ce qui se passe ces jours-ci en France? Bien sûr que j'ai suivi ce qui se passe. On dirait que j'ai raison. En tout cas, il y a une évolution. Ça bouge. En tout cas, ça bouge. Ça bouge. Il y a une prise de conscience. Il y a un tabou qui est en train de tomber sur pas seulement le poids des retraites, sur le déficit et la croissance de la dette, mais sur le poids des dépenses sociales en général, sur le déficit budgétaire de la France et sur la dette. Moi, ce que je disais, c'est que le système des retraites, en particulier le système public des retraites, il est monté d'une telle manière que par définition, par construction, il ne peut pas être en déficit. Or, pourtant, il bénéficie d'énormes transferts de beaucoup de régimes de la sécurité sociale, de beaucoup de ministères. Ouais. Donc voilà, ces transferts, on est à 50, 60, 70 milliards d'euros par an de transferts, qu'on n'appelle pas déficit et du coup qui ne sont pas comptabilisés dans le déficit, mais qui pourtant, à la fin de l'année, eh bien, ce sont des coûts qui ne sont financés ni par les cotisations, ni par le contribuable, et donc il faut les chercher ailleurs, et on va chercher ça où? Sur les marchés de la dette. Donc voilà. Et en plus, sur les marchés de la dette, on paye aujourd'hui l'argent beaucoup plus cher, compte tenu de la situation économique dans laquelle la France se trouve. Et on pourrait le payer encore beaucoup plus cher. Mais effectivement, et plus on va laisser s'installer et dériver et pourrir cette situation, plus on va payer cher notre dette, et plus le coût de la dette sera un poste de dépense important de l'État. Bientôt, les intérêts qu'on paye chaque année vont être supérieurs au budget du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à laisser cette dérive s'installer? Il n'est pas le plus petit ministère. Non, 80 milliards d'euros de budget, voilà. 80 milliards d'euros d'intérêt, on y sera dans 2 ans si on continue comme ça. Et on va continuer comme ça parce que c'est très difficile de changer ces trajectoires. Alors effectivement, il y a le tabou qui tombe en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un type comme Bayrou qui, on en pense ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas. Mais là, il a le courage de dire ce que peu d'hommes politiques ont osé dire ces dernières années. Pourquoi il ne l'a jamais dénoncé avant? Il en a parlé. Il en a parlé pendant ses campagnes présidentielles. D'ailleurs, je l'avoue, hein, moi j'avais voté Bayrou en 2007 et en 2012, au premier tour. Mais pour ça en particulier, parce que j'habitais déjà en Espagne à l'époque, je vivais déjà les problèmes de l'Espagne, et je me disais que le discours de vérité de ce type-là, ce Bayrou-là, le troisième homme, me plaisait sur les finances publiques et sur le devoir de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Là maintenant, il le dit avec l'énergie du désespoir. Ça change tout, l'énergie du désespoir. Et le désespoir, pourquoi? D'abord pour sa situation personnelle, parce qu'il va sans doute sauter dans une semaine, donc il lui reste plus longtemps pour agir dans la vie politique française. Et le désespoir parce que là, on arrive vraiment à des niveaux d'endettement et à des niveaux de risque financier qui deviennent graves pour le pays. Qui font qu'à un moment ou à un autre, la France pourrait se retrouver sous tutelle. Voilà, puis qui font qu'à un moment, on n'aura plus la situation sous notre contrôle. Et on devra compter sur soit la gentillesse des marchés financiers, soit la gentillesse du FMI. La perte de souveraineté, c'est ça.
On parle La de France- souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté financière, La France paye aujourd'hui les intérêts de sa dette plus cher que le Portugal et que la Grèce. et que Oui, la oui. Grèce. Oui, oui. Ça fait quand même très fort. Mais ça pourrait être bien pire. Ça pourrait être bien pire. Quelques années, ça aurait été risible. Ça aurait été risible, mais bon, c'est comme ça. Et il faut bien se dire qu'aucun pays n'est trop grand pour être à l'abri de ces, Ouais, de alors ces, de ces troubles. Mais C'est une question de crédibilité. Est-ce que ceux qui nous dirigent, oui, ont mais- s'il y a un problème, est-ce que ceux qui nous dirigent ont la crédibilité de pouvoir gérer ce problème et trouver des solutions? Oui ou non? oui, mais vous en êtes pris directement et vous avez échangé, on l'a vu évidemment sur les réseaux sociaux avec Pierre Moscovici. Oui. Je rappelle qu'il est quand même ancien ministre des Finances, ancien commissaire européen à l'économie et à la productivité, et qui est aujourd'hui premier président de la Cour des comptes. Oui. Et que vous avez d'ailleurs interpellé en fois. commission plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Vous ne l'avez pas épargné, hein, clairement. Oui. Je pense que d'autres députés l'ont fait, mais avec plus en tout cas, moins enfin, on va pas parler d'agressivité, Mhm. mais en tout cas, différemment. De vigueur. Il a dit vigueur, lui. Il a dit vigueur. Il a dit vigueur. Interpellation vigoureuse. Ouais. Qui a d'ailleurs exprimé publiquement, je cite, qu'il commençait à se lasser de ce qu'il considère comme une croisade obsessionnelle et égocentrée. Alors là, il parle de Là, il Jean-Pascal parle- Beaufray. Oui, mais ça pourrait aussi s'appliquer à vous. Ça pourrait s'appliquer à moi, oui, ben oui, effectivement. Je pense que ça justifie une croisade. Si j'ai raison, si Jean-Pascal Beaufray a raison, si tous ceux qui dénoncent le fait que on laisse, parce qu'on ne le reconnaît pas comptablement, on laisse la dette se creuser pour financer exclusivement des dépenses sociales, ce que sont des retraites et des dépenses de santé, ben effectivement, ça mérite une croisade, parce que si on ne corrige pas cela, si on ne prend pas conscience de ce problème, eh ben on va dans le mur. Donc, est-ce que ça mérite une croisade de la part d'un député? Est-ce que ça mérite que je mette en jeu ma crédibilité? Ouais. Je vous ai Oui. déjà dit. Oui. Oui, bien sûr. Donc pour vous, c'est oui. Bien sûr. Ça veut dire que Mais- peu importe Tout à l'heure, les vous m'avez posé la conséquences. question. Ouais. En 2007, en Espagne, pourquoi est-ce que j'ai osé? Ou face à Valls, en 2022, pourquoi Ouais. est-ce que j'ai osé? Parce que j'étais convaincu. J'étais convaincu et j'avais l'intuition qu'il fallait que j'y aille. Et là, vous avez encore Et là, je l'intuition suis convaincu d'avoir raison et j'ai l'intuition qu'il faut que j'y aille. jusqu'au bout. Je suis en train d'aller jusqu'au bout. Enfin, là, je suis allé. Ah, je crois qu'il est difficile d'aller même plus loin. Il est difficile Je crois d'aller que plus là- loin. Je crois que là, vous êtes quasiment la personne dont on parle le plus, en tout cas ces dernières semaines. Mais sur ce sujet, qui est devenu le sujet pivot sur lequel se tourne la vie politique ces jours-ci, puisque François Bayrou a décidé de formuler sa question de confiance sur le sujet de la Et- dette. Comment vous perçoivent Mhm. vos amis, Je vais vous dire. vos amis Je députés vais citer, non, je vais Ouais. citer comment il s'appelle? Gabriel Attal, Ouais. d'accord? Président du groupe EPR. Ouais. Donc, moi, je siège avec eux, Ouais. ok? Et donc, toutes les semaines, je participe à leur réunion de groupe. Ouais. Même si je suis apparenté, j'ai le Il- droit de participer. Ils vous acceptent encore. Oui, bien sûr. Mais il me donne la parole quand je la Et il vous demande a pas dit sur le sujet. Stéphane, faut se calmer. Alors, il y a 2 mois, à un moment, donc, il y avait eu... je pense que je venais d'interpeller Moscovici encore. Ouais, parce que ça a quand même contribué à vous isoler un petit peu ces prises de Non, parole. non, pas tant. Non. Par rapport à Non. qui? Bah, par rapport à déjà pas mal de députés, ça les a peut-être interpellés en se disant waouh, oui. Je vous raconterai une autre anecdote après. Ouais. Alors allez-y. Donc, comme à chaque fois, hein, dans les réunions de groupe, Mhm. les députés qui veulent s'exprimer s'expriment. D'accord? Moi, je prends 2 minutes et je parle de mes travaux, travaux du groupe de travail sur les retraites, Ok. les conclusions, etc., etc. Et là, Gabriel Attal dit, écoute Stéphane, je vais te dire un truc, face à... sans flagornerie, hein. Ouais. Mais franchement, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose que personne n'a vu. Et Il hier, était ancien Premier ministre en plus. Comment? Il était ancien Premier Oui, oui. ministre. Non, mais il était ancien Premier ministre et ancien ministre du budget. Donc Et il a continué, il a dit, tu vois, j'étais hier avec la Fondation pour l'innovation politique, et en fait, chez eux, tu es une superstar. En fait, ils parlent que de toi. Ils disent que tu es le seul au Parlement à avoir vu ce sujet et à se battre pour la transparence et pour la sincérité, et que si tu ne gagnes pas ce combat, on va continuer à aller dans le mur. Donc, tu vois, Attal me dit ça. Donc, c'est pour ça que 3 semaines plus tard, quand je demande à prendre la parole sur la motion de censure pour répondre au nom du groupe sur la motion de censure socialiste sur les retraites, vous êtes légitime. bah, je suis légitime. Et il me dit, vas-y. OK? Alors après, bah oui, ça m'isole un peu parce que les gens se disent, ouais, comme toi, comme toi. On va se dire. Ils disent, On va parler comme dans Stéphane, la- c'est comme- quoi cette croisade? Ouais. Pourquoi tu es en train de te cramer comme ça? Oui, Ouais, je c'est me ça. crame, effectivement. Je me crame un peu parce que si j'ai tort, c'est un peu ridicule. Bien sûr. Mais il se trouve que j'ai raison. Et je le sais. Vous allez voir.
Et C'est on est en difficile train de s'en d'avoir rendre compte. raison. Contre le monde entier. Pas contre le monde entier, mais en tout cas, quand on est dans un pays qui est très Contre un système qui ne veut un pas que tu aies système raison. et qui, voilà, Ouais, exactement, ouais. un système qui est très conservateur, un système qui se protège avec quand même une Mais bien sûr, administration mais ils ont qui bien essaye de compris. réguler. Et c'est logique. Et pour l'instant, moi, je suis pour l'instant sur le diagnostic. Moi, je veux qu'on ait des finances transparentes, sincères, qui montrent la réalité des choses, la réalité du problème. Après, il faudra passer aux solutions. Et les solutions, elles ne sont pas réjouissantes non plus, hein. Mais les solutions, c'est C'est vrai quoi que les solutions? bah, pour moi, la première, c'est d'abord chiffrer. Enfin, une fois qu'on aura réellement chiffré La le dette? déficit Ouais, ok. et qu'on aura dit qu'on Comment aura c'est alimenté? chiffré Ouais. aussi de quelle différence de traitement entre public et privé Ouais. vient ce déficit annuel, on se rendra compte qu'il y a certains privilèges du côté du régime public, en particulier des très hauts fonctionnaires, qui doivent être abolis. Et qui doivent être abolis, ça peut vouloir dire éventuellement commencer à plafonner les retraites des hauts fonctionnaires. D'accord ? Ça veut dire revenir en arrière sur certains des privilèges, certains départs anticipés en retraite de hauts fonctionnaires. Parce que ça nous coûte des milliards, peut-être des dizaines de milliards. C'est-à-dire d'euros revoir par aussi an. la notion des cumuls, en fait. Les cumuls aussi, mais pas que les cumuls. Ce qui a été fait en politique, ce qui a été fait quand même pour un Écoute, je vais certain te dire un truc. Regarde. Dans le privé, régime des retraites privées, il y a 16 millions de personnes qui en bénéficient. C'est régime de base plus Agir Carco. Le top 1% de ceux qui ont les plus belles retraites dans le privé, Oui. ils gagnent en moyenne, enfin ils gagnent plus de 5 200 euros net par mois. D'accord. Pas mal. Pas mal. 5 200, 1%, le top 1%. Le top 1% des hauts fonctionnaires, ils gagnent combien par mois, à ton avis? Plus de 8 200. Comment est-il possible? Dans quel pays l'élite du fonctionnariat peut gagner plus à la retraite, sans aucun risque, que l'élite du secteur privé? L'élite, à savoir ceux qui ont eu la carrière la plus belle, la plus enrichissante, la mieux rémunérée. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous échappe. Un système a été monté. Et avec un système d'abattement fiscal aussi qui peut intervenir derrière, qui permet encore de payer. Sans compter les résidences de fonction, les avantages divers et variés, les postes où on ne paye pas d'impôts, etc., etc. Il faut mettre tout ça à plat. Quand Bayrou, il y a une semaine, dit « Je vais mandater un ancien député pour faire une mission sur les avantages excessifs des politiques », et il dit tout bas « Aider aux fonctionnaires ». Et c'est ça qui est important. C'est cette phrase. C'est cette phrase. Il faut enfin aussi avoir une idée claire de quels sont les avantages des hauts fonctionnaires. Moi, évidemment, ce n'est pas les retraites du français moyen que je veux baisser. Ce n'est pas les petites retraites que je veux baisser. Parce que justement, malheureusement, il en est question. En tout cas, ça a été fortement évoqué. Par qui? Ça a été évoqué pendant un moment. On a commencé à parler des retraités et à remettre en cause un petit peu, peut-être, de trouver en tout cas un système. Justement, c'est là que je regrette de ne plus être dans le débat en ce moment, de ne plus être sur les plateaux télé, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que le problème, ce n'est pas les petits retraités qui touchent 1 500 ou 2 000 euros de retraite par mois. C'est la moyenne, grosso modo. D'accord ? Le problème, c'est... C'est quand même bas. C'est quand même bas quand on y pense. Écoute, le chiffre médian, c'est 1 700 euros. Le chiffre moyen, c'est 1 900. C'est très bas. Oui, c'est bas. Parce que les prix ont fortement augmenté, surtout ces bas. dernières années. C'est pour ça qu'il faut surtout pas... L'immobilier, voilà. Et c'est pour ça que moi, beaucoup de gens se retrouvent sans rien. C'est pour ça. Sur ces retraites-là, il faut continuer à les assister et à les accompagner, à augmenter leur pouvoir d'achat. En revanche... Non, mais il y a quoi comme solution? Par contre, il y a beaucoup d'autres retraites qui nous coûtent très cher, qui sont à 4 000, 5 000, 6 000, 8 000, en revoyant 10 000. Eh bien, il faut peut-être plafonner. Il faut arrêter d'indexer. Il faut donner moins d'indexation annuelle qu'aux petites retraites. Et surtout se dire qu'il y a peut-être certains cumuls emploi-retraite. Effectivement, on parle de Moscovici. Il y a d'autres exemples. Allez, on ne va pas dire Moscovici, on va dire Alain Juppé, par exemple. Alain Juppé, il a ses retraites d'un côté, il est au Conseil constitutionnel de l'autre, il touche 23 000 euros par mois. Ça me paraît beaucoup. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais justement, c'est beaucoup d'argent. Vous avez dit, on ne va pas dire Moscovici, parce que vous l'avez déjà suffisamment. Non, voilà, c'est ça. Je vais le laisser tranquille. Mais est-ce que lui vous a laissé tranquille? Parce que finalement, avec vos derniers faits d'armes, est-ce qu'on n'en s'est pas dit on va régler le sort aux soldats Vogetta et en fait c'est une théorie que j'ai entendue. Ouais, okay. Un peu ça quand même. C'est une théorie que j'ai entendue. Moi, est-ce que vous y croyez ou pas? Je veux pas y croire. D'accord. Mais j'ai du mal à pas y croire. Mais donc ça veut dire que vous y croyez? À force que des gens. Donc en gros, vous êtes en train de dire clairement. Malheureusement, j'avais une foi absolue dans la justice de mon pays. Ouais. Et là, je veux dire que j'ai pris un coup parce que je doute. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de dire clairement, à notre micro, que le soldat Vogetta, en fait, il a été mis au banc
des accusés et qu'il fallait vous régler le compte. Et Je il me fallait pose qu'on juste la trouve le question. moyen pour je pouvoir me- justement ne plus vous permettre d'avoir une chambre d'écho aussi forte que l'Assemblée nationale. moi, C'est un peu ça? je me pose juste la question, et on est beaucoup à se la poser. Comment le Conseil constitutionnel, assisté des meilleurs juristes, a pu faire une erreur de droit aussi manifeste? Et justement contre moi, justement maintenant. Ça tombe mal ou ça tombe bien? Je me pose la question. Et j'aimerais que la réponse soit mais non, c'est l'application pure et simple de la justice, c'est normal ce qui s'est passé. Oui, mais dans ce cas-là, vous n'attaqueriez pas l'État Mais français. dans ce- mais effectivement, Donc là, tout est dit. j'ai l'impression. On a réglé votre compte. On a essayé de vous faire taire. C'est une hypothèse. Malheureusement, c'est une hypothèse. J'y croyais pas au début. Mais, la question, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un en France se réjouit que je ne sois plus député, à part mes adversaires politiques en circonscription qui ont l'opportunité de revenir sur le devant de la scène? Qui en France se réjouit que je ne sois plus député? Et encore, pas tous. Hein. Pas tous, non, pas tous. Non, il y en a certains qui le déplorent. Mais si on lit les courriels, il y en a certains qui sont quand même plutôt contents. C'est la politique. C'est la politique, c'est la vie. Et quand une personne est condamnée, vous savez très bien que tout le monde... ça y C'est est, la vie. C'est la comme vie. ça. Maintenant, à Paris, est-ce que certains se réjouissent ou se sont réjouis au moment où ils ont vu que je ne serai plus député, que je ne serai plus dans les commissions d'enquête, que je ne serai plus à la tribune de l'Assemblée nationale, que je ne serai plus sur les plateaux télé? Vous en pensez quoi? Bah oui, j'en suis sûr qu'il y en a certains qui se sont réjouis. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la décision absurde du Conseil constitutionnel et le fait que certains puissants ne m'aiment pas? Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que non, sincèrement, pour notre foi collective en l'état de droit et en la justice. D'accord? Mais en tout cas, je suis quelqu'un de préféreriez vous rationnel tromper. et j'arrive pas à écarter cette hypothèse. moi, c'est clair. Peut-être ça pourrait vous ouvrir, alors par rapport évidemment à ce que vous faites. Alors, député, peut-être plus, mais bon, dans quelques temps, il y aura peut-être des nouveaux ministères qui vont... Est-ce que c'est une chose auquelle... Non, mais on en rigole. Mais bon, Vous voulez une anecdote marrante? ouais. L'autre soir, j'étais à D'autant plus Paris. que vous m'en deviez une, parce que vous m'avez dit, j'ai autre chose à vous dire. Ah, ça en est une autre. Ah ouais. J'en ai plein. Oh, vous devez en avoir d'anecdotes. pas mal. On va faire un genre une émission spéciale Non, il y a anecdote. 3 jours, j'étais à Paris, là. Ouais. Et je suis allé dîner avec 2 vieux copains. Ouais. Et du coup, bah, forcément, on va dîner dans le quartier latin. Et ils me disent, alors, qu'est-ce qui s'est passé, la décision du Conseil constitutionnel? Donc, je leur dis ce que je vous ai dit. Ouais. Presque les mêmes mots. On a bu autre Sauf que chose nous, on que le de dit à l'eau beaucoup- on pendant va le le dire à dîner, beaucoup donc de gens. c'était un dîner assez animé. Ouais. Et puis ensuite, on se retrouve à 11h du soir, bah, il faut rentrer, hein, on bosse demain, etc. C'était un mercredi soir. Ouais. Et on est sur le boulevard Saint-Germain, il y en a un qui me dit, bon, bah alors du coup, Stéphane, tu vas faire quoi maintenant? Et moi, un peu, rigolant, bah, de toute façon, j'en sais rien, Ministre. ça se trouve, dans 15 jours, je suis à Bercy. Ouais, c'est ça. Et juste à ce moment-là, je dis, dans 15 jours, je suis à Bercy. Et juste à ce moment-là, on croise quelqu'un sur le boulevard qui me regarde, je le regarde, on se reconnaît. Et on repart. C'est qui? Allez, Pierre Moscovici. Pierre Moscovici. Et je l'ai dit comme ça. Hein. Ouais, c'était... Et alors? Et il s'est dit, pourquoi pas? Écoute, je sais pas s'il m'a entendu. Moi, ce que je sais, c'est que... En tout cas, il vous a regardé. Oui, Et vous êtes regardé. il a évité de s'arrêter. On se connaît bien maintenant. Ah oui, je me doute. Tout ce que je sais, c'est que mes copains m'ont dit, écoute Stéphane, si tu nous racontais ce qui vient de se passer, on ne te croirait pas. Mais on était là, donc on te croit. En tout cas, il va peut-être l'entendre maintenant. Bon, peut-être. Je suis pas sûr qu'il va écouter tout ce podcast, mais... Mais peut-être certains extraits ou sur lesquels, effectivement, bah, peut-être que demain, il y a peut-être un poste, hein, après tout. Vous êtes le premier à avoir mis le doigt sur un sujet qui est un sujet d'actualité. Je pense que pour être ministre, il faut être éminemment contrôlable. Ouais, ça dépend, parce qu'on peut voir que dans certains pays, pour ne pas citer un grand pays, de temps en temps, même un président Non, mais peut être... sérieusement, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas d'ambition carriériste. Moi, ce qui m'intéresse, Mais vous là, le faites pour ce qui la France. m'intéresse, oui, Vous le mais faites. pour la France, ce que je vais faire maintenant, c'est aller au bout de la mission que m'a donnée le gouvernement sur le numérique. D'accord? J'avais été missionné en tant que parlementaire le 1er juillet dernier Oui, avec Arthur Delaporte absolument, pour continuer nos travaux Mhm. sur les influenceurs et sur les nouvelles dérives du numérique. bien sûr. Et pour Rattaché directement au ministère de... du numérique, mais mission signée par François Bayrou, Premier ministre. Et s'il n'y a plus de gouvernement dans Alors déjà, dans il n'y a plus de quelques jours. député, puisque je ne suis plus député. Ouais. Mais Matignon a confirmé la semaine dernière que je conservais cette mission. D'accord. D'accord? Donc Elle est payante ou elle est gratuite?
C'est gratuit. Je D'accord. travaille à titre gratuit. D'accord. C'est Donc ça va vous un coûter de plus. l'argent de venir, de repartir. Donc ça va de me faire- coûter de l'argent. C'est moi qui vais payer mes avions pour aller faire des auditions à Paris, travailler Ok. avec Arthur Delaporte, mais je le fais avec plaisir, Ok. puisque on ne refuse pas l'opportunité mission. de changer les choses. Ok, D'accord? Surtout sur les sujets qui nous intéressent. très bien. Ça, c'est 6 mois. D'accord? Et je vais me dédier à ça. S'il n'y a plus de gouvernement, eh ben, écoutez, on va continuer à travailler quand même. Parce que s'il n'y a plus de gouvernement, peut-être qu'il y aura un gouvernement socialiste. Et du coup, j'aurai Arthur Delaporte qui est avec moi, va continuer à travailler. Si par hasard, il se retrouve ministre du numérique, ben, c'est pas grave, je continuerai ma mission pour le nouveau ministre du numérique, Arthur Delaporte. Ça aussi, j'espère qu'il l'écoutera ici. Oui, et si demain il vous propose, alors imaginons, alors on va parler d'un gouvernement socialiste, ça peut être un gouvernement aussi d'une autre formation politique. On va pas prendre. Mais si demain il vous proposait de venir les rejoindre, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez ou pas? Moi, c'est pas le Non, mais poste qui parce m'intéresse. qu'aujourd'hui, Moi, vous c'est- n'êtes pas si, encarté si politiquement. quelqu'un me dit, Vous n'êtes pas encarté politiquement. si quelqu'un me propose, me dit, je te propose ceci, Tu as une mission. cette position qui va te permettre de faire avancer fondamentalement les sujets sur lesquels Bah, tu il veux faut te peut-être battre. un franc-tireur, peut-être pour faire bouger les choses. Peut-être, mais alors, pour le coup, ça peut être une mission. Moi, en tant que parlementaire, ça marchait. Et moi, j'avais souvent l'impression qu'en tant que parlementaire, j'ai réussi à faire bouger plus de choses qu'un ministre parce que j'ai une liberté de parole qu'un ministre n'a pas forcément. Effectivement. Donc après, je ne sais pas, on ne va pas spéculer sur si un jour on pourrait m'appeler ici ou là. Mais, En mais tout cas, toujours est-il que moi, si regardez j'ai votre téléphone dans l'opportunité, quelques jours, on sait si jamais. j'ai l'opportunité de continuer mon engagement sur mes combats d'une manière ou d'une autre, je vais le faire. Que ce soit gratuit, payant, subventionné, dans un ministère, En tout cas, à on a bien l'Assemblée. compris. Stéphane Vogetta, un homme de conviction. Voilà. Ça, crois que- je crois que bon résumé. Je crois que c'est un bon résumé. Merci Stéphane. Alors Stéphane, bon, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris, vous ne pouvez pas vous représenter, mais vous avez choisi de soutenir Nathalie Cogia. Je m'excuse pour elle d'avoir repris ou changé un petit peu son prénom, donc Nathalie C'est son Cogia. suppléant, Nicolas Marty. Bah voilà, c'était un peu, vous voyez, je faisais une association. Voilà, merci, qui d'ailleurs est à Barcelone. Voilà. Voilà, qui a Un annoncé, entrepreneur, un voilà, chef qui- d'entreprise français. chef d'entreprise français qui vient d'annoncer d'ailleurs aujourd'hui, je l'ai vu passer sur LinkedIn et sur d'autres réseaux, qu'il annonçait en disant je vais peut-être vous saouler un peu sur LinkedIn, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que ce dont j'ai l'habitude de parler. Je pense que vous avez dû voir évidemment la publication. Voilà. Mais on va revenir plus sur la tête de liste, Nathalie Cogia, qui est votre ancienne suppléante. Qu'est-ce qui a guidé ce choix? Comment, parce que je pense qu'au moment où, effectivement, vous êtes invalidé, bon, Nathalie peut très bien le faire, mais elle a aussi ses activités professionnelles. Est-ce que vous avez reçu plein d'appels téléphoniques de plein de personnes? Peut-être qu'on... Voilà, je ne sais pas. Je vous pose la question. La nature a horreur du vide. Oui, D'accord. je vous le confirme. Il y aura plein de candidats. Il y en a plein qu'on ne soupçonne pas encore sur cette élection. Il y en aura plein. Oui, mais Si, qui si. potentiellement n'ont pas forcément... Mais après, effectivement, j'ai des gens qui avaient l'ambition de me succéder avec mon soutien. Et c'est vrai que je pense que mon soutien va être important, puisque j'avais gagné avec 57% des voix en 2022, puis avec 62% des voix en 2024. Ça montre que je pense, globalement, les gens sont contents de la manière que j'ai eu d'exercer ce mandat. Ouais. Après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, évidemment. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Et c'est très bien. Parce que si personne vous déteste, Ouais, c'est qu'il y a... Mais j'allais le dire, détester, Oui. c'est quelque part, c'est un peu aimer aussi. Hein. Oui, voilà. C'est en tout cas, c'est reconnaître C'est ne la pas per- laisser indifférent. Exactement. C'est ne pas laisser indifférent. C'est quand même mieux que moi, d'être ce que lisse et- j'adore, c'est quand des gens m'écrivent, des électeurs, des administrés, m'écrivent, écoutez, M. Vogetta, je suis pas d'accord avec vous, j'ai pas voté pour vous, mais franchement, ce que vous avez fait là, c'est bien. D'accord. Ou j'ai voté pour vous la dernière fois, mais je n'étais pas convaincu, mais là, franchement, et d'ailleurs, par exemple, vous vous rappelez, là, quand on a eu la vote sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, la loi sur la fin de vie, moi, je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr de quelle était ma position. Vous avez posé la question. Et donc, j'ai d'ailleurs. posé la question aux électeurs. J'ai dit, aidez-moi, orientez-moi, Ouais. dites-moi ce que vous pensez. Et si votre avis est très tranché, peut-être que vous me ferez basculer d'un côté ou de Et l'autre. vous avez suivi l'opinion. J'ai pas suivi l'opinion, mais comme elle allait dans le même sens vous. que moi, j'ai été confirmé dans mon choix. Bien sûr. Et les gens ont énormément apprécié cette démarche. La transparence, la possibilité de participer, de débattre aussi. Donc voilà, moi, j'aime bien. J'aime bien. Et donc, je pense, effectivement, que les gens maintenant savent qui je suis. Ils ont vu quel était mon caractère, ils ont vu quelle était ma méthode. Et c'est vrai que quelqu'un qui veut me succéder, Donc vous qui avez été vient pas mal. de l'espace central, Ouais. il doit le faire avec moi. Mais vous avez été pas mal sollicité. en Donc fait. j'ai été pas mal sollicité, Voilà. effectivement, c'est logique. Ouais. C'est logique. Il y a plein de gens, on a plein d'élus.
ou de gens qui ne sont pas encore élus et qui me disaient, bah, si tu veux, moi Je suis dispo. je suis dispo, je veux bien, si tu m'aides, c'est mon rêve, le rêve de ma vie d'être député. Mais en fait, comme je l'ai fait en 2022, j'ai dit à Nathalie, c'est toi ma suppléante, la logique, c'est même si Tu as là, accepté de me suivre sur... constitutionnellement, tu ne me supplées pas puisque je démissionne, donc il n'y a Ouais. pas de suppléance. En revanche, c'est toi qui as le premier mot sur ma succession. Si tu veux le faire et que tu es Pas besoin d'accord d'aller pour chez le continuer notaire mon pour la combat, succession. moi je te soutiendrai. Et alors, est-ce que vous voyez en Nathalie Cogia une continuité de votre travail ou bien un style différent, mais complémentaire, hein? Les deux, mon commissaire. D'accord. Mon Commissaire capitaine. même. Les deux, mon capitaine. Ouais. Ben non, elle l'a dit, elle va le répéter. Elle a ses combats à elle dont elle va parler, Ouais. mais elle est totalement alignée. Et Elle a pose beaucoup de questions. Comment ? Pour l'instant, elle pose beaucoup de questions. Elle est dans l'interrogation. Oui, c'est vrai, mais elle a raison. Elle a déjà dit quand même pas mal de choses. Ouais. Continuité de mes combats pour les Français de l'étranger sur la facilitation des démarches du quotidien, la défense des parents d'élèves dans les lycées français, en particulier la lutte contre l'augmentation des frais de scolarité. Pourquoi ça n'a pas été fait pendant les années où vous étiez député? Ça a été fait, mais c'est... alors déjà, l'AEFE est un système très complexe, et en plus, et je l'ai souligné récemment, en fait, tout le système financier de l'AEFE est vicié par une chose, qui est la charge de pension civile. Et là, on revient au débat antérieur. Dans le budget de l'éducation nationale, et donc dans le budget de l'AEFE, est planqué, ou est siphonné, Partie de... des montants très importants Donc qui ces sont là montants- pour payer les retraites, Donc ces montants très importants qui sont siphonnés, qui augmentent tous les ans. qui augmentent chaque année, obligent finalement l'association à augmenter la perception en fait des droits dans les lycées et dans les... Bah, c'est pas compliqué, regardez. On se bat chaque année pour que les 500 millions que l'État verse à l'AEFE restent stables. Ouais. 500 millions grosso modo. On se bat pour que ça reste stable et pour que ça ne baisse pas. Mais si on prélève Ok. plus, Mais si sur cette stabilité, si le morceau qui part payer les est retraites de plus en plus pas, important. et qui n'est pas alloué à la scolarité est de plus en plus important, Il y a ça veut plus dire d'argent. quoi? Mécaniquement, Il y a les plus d'argent. dépenses Bien d'éducation sûr, on est d'accord. sont réduites. Alors, sachant que les budgets des établissements augmentent de 2 ou 3% chaque année, ça veut dire quoi? Mécaniquement, c'est les parents qui doivent rajouter au pot Voilà. Donc, on de arrive 4 à aujourd'hui à la 5% chaque quatre- année. Donc voilà, c'est quelque chose que Et il y a je quand même dénonce au aujourd'hui- niveau national parce que ça a aussi des implications fondamentales au niveau de la circonscription. Mais aujourd'hui, 2 Français sur 3 sont quasiment obligés, ne peuvent plus mettre leurs enfants dans les lycées ou dans les... Alors, Parce que c'est c'est vrai, devenu ne hors de peuvent prix. plus ou ne veulent plus. Le prix, c'est un des critères. Ouais, mais attendez, on en Le arrive au rapport système à l'américaine qualité-prix. aujourd'hui. On n'est pas très loin en fait du système des écoles américaines. Alors, les écoles américaines, c'est entre 25 et 30 000 $ l'année. Ouais. Là, on est en moyenne On sur... est à 15 000. Alors, à Redbridge, oui, mais pas à Charles-Lepierre. Ok. Pas sur les EGD, pas sur les lycées français d'Espagne. Non, Redbridge, c'est une exception. C'est une très bonne école, mais qui est plus chère que le reste. Et- En revanche, sur l'ensemble de la circonscription, donc Espagne-Portugal, les 25 établissements, on est plutôt sur du 7 ou 8 000 € par an en moyenne. Ouais. Cantine comprise, mais sans les transports. Ouais. C'est beaucoup, hein? Ouais, non, C'est beaucoup. c'est Et ça énorme. exclut, de Ça facto, Oui, il faut des beaucoup de bourses. familles. Beaucoup Alors, de il familles faut- de la classe moyenne. Il faut qu'on ait la Moi-même, place. en tant que député, bien sûr, j'ai toujours payé plein pot, moi. J'ai 3 enfants. Cette année, 22 000 € qu'il faut sortir net. Clairement, c'est une des raisons qui font que pour moi, je dois taper dans mon épargne chaque année, notamment pour permettre à mes enfants de continuer à aller au lycée français. Donc, c'était comme pour beaucoup de familles des Français de l'étranger, avoir un enfant dans le système, c'est un sacrifice financier. C'est un investissement. Donc aujourd'hui, Et donc, Nathalie, elle va se battre là-dessus. ouais, Elle va se battre aussi elle va poursuivre Les mon bourses, travail ouais. sur le numérique et les écrans, d'accord. sur la sincérité des finances publiques. Et puis, elle aura d'autres combats, notamment sur l'inclusion et l'égalité, et d'autres combats sur lesquels elle va revenir. Mais après, c'est vrai qu'elle a voulu consulter les Français de la circonscription avant de dire définitivement quelles allaient être ses priorités. Et alors si Stéphane Vojetta ne devient pas ministre, on va dire, enfin je plaisante, mais on sait jamais, hein. On sait jamais, hein, parce que vous faites parler de vous quand même. Aujourd'hui, les élections vont de 2025 à 2027. Oui. La logique, c'est quoi? C'est qu'en 2027, vous
vous repreniez votre place première. Alors, Qu'est-ce qui a c'est été pas moi décidé? qui décide, hein, c'est Ouais. les électeurs, Ouais. déjà. Puis c'est aussi Mais c'est vrai qu'en aussi, 2027, elle peut enfin, continuer à dire je continue. alors, le calendrier électoral, Je me sens vachement bien et oui, je continue. oui, c'est possible. Moi, j'ai été clair avec tout le monde. On a déjà vu déjà vu même dans des campagnes présidentielles, euh, ça rappelle quelques. Balladur. Je ne ne pas le citer, mais bon, Non, écoutez, des engagements n'ont pas forcément été tout le temps respectés. moi, je ne suis pas du genre à me planquer ou à ne Ouais. pas dire les choses. Moi, j'ai dit à tout le monde, dès le jour où j'ai perdu mon mandat, j'ai dit, vous savez quoi, je reviendrai en 2027. S'il y a des élections législatives en 2027. Ouais. D'accord? Maintenant, Nathalie, dans ce contexte-là, elle sait que je veux revenir. Elle sait que elle sent que j'ai pas fini ma mission. Il y a 6 mois, je n'étais pas sûr de vouloir me représenter en 2027. Parce qu'il y a 6 mois, je me disais, il se peut que d'ici 2027, j'ai fini ce que je devais faire sur le numérique et sur la... Pourquoi? C'était vraiment ce que vous aviez prévu de faire? Il n'y avait pas d'autres. Oui, mais parce que je ne considère pas... Pour vous, c'est un passage. Ouais, pour moi, ça doit être... pour moi, la vie politique, ça doit C'est être un peu comme vous passage. avez fait en Espagne, ça donc, devait- quand ça- vous avez dit je quitte la banque et. Ça devrait l'être pour tout le monde, en fait. Ok. Personne ne devrait considérer la politique comme une carrière. Déjà parce qu'on apprend beaucoup de choses en dehors de la politique Alors, est-ce qu'on devrait qui pas la pourraient faire de nous limiter? de meilleurs politiques. Est-ce qu'on ne devrait pas la limiter à un certain nombre d'années? Il faut réfléchir, franchement. Est-ce que, C'est est-ce fait pour c'est fait pour un président de la République. Voilà, moi je pense qu'il faut y réfléchir. En tout cas, moi je m'applique à ce que je crois et je considère mon passage par la Parce que politique ça devient du carriérisme. transitoire. Je retournerai, je ressortirai tôt ou tard de la politique en faisant l'hypothèse que j'en suis pas déjà sorti sans le savoir. Oui. Mais d'ici là, je veux mener à bien mes combats. Il y a 6 mois, je pensais que d'ici 2027, j'aurais peut-être mené à bien tout ce que je pouvais faire. Donc aujourd'hui, en toute sincérité. Sauf que là, depuis, on m'a coupé les ailes Ouais, et je me dis merde, j'ai pas fini. d'accord. Et donc aujourd'hui, vous étiez en train de penser initialement qu'en 2027, vous ne vous représenterez. C'était une option. Et En particulier, aujourd'hui, vous avez envie de finir, donc en fait, de reprendre là où on vous a arrêté, ou là où on vous a bloqué. voilà. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Ok. Après, et s'il on y avait une verra en dissolution, 2027 ce qui se passe. ok, s'il y avait une dissolution dans les jours, les semaines qui viennent, Mhm. parce que personne ne l'exclut, on en Ouais. parle évidemment, toutes les chaînes d'infos Ouais. ne font que ça. Hein, ça Écoutez. devient même. Alors là, dans ce cas-là, la donne elle change parce qu'on Mhm. arriverait dans ce cas-là sur une élection naturelle qui sera en 2025 Mhm. et qui normalement est portée sur 5 ans. Alors les élections présidentielles, c'est 2027, Mhm. mais rien n'oblige. Alors d'abord, le président peut toujours démissionner avant. 2, rien n'oblige le candidat. Rien n'oblige le nouveau président, parce que là, de toute façon, ce sera un nouveau président, compte tenu du fait que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, Ouais. parce qu'il est arrivé au terme de son éligibilité. Voilà. Euh, Il n'est pas obligé. il est inéligible lui aussi. ouais, mais pas pour les mêmes raisons que vous, en tout cas à l'heure actuelle. Ouais. Il nous écoute. Mais donc, ça veut dire que vous, en 2000, ça veut dire que Ouais. s'il y a un nouveau président ou présidente, hein, vous êtes en 2027, rien ne dit qu'il y aura de nouvelles élections. C'est vrai, en théorie. Maintenant, dans la pratique, je vais dire 2 choses. Démission du président de la République, Ouais. je ne la souhaite pas. Moi, Ouais. je veux qu'il y ait une élection présidentielle en 2027. D'accord? Pas avant. Pourquoi? Parce que d'ici là, Ouais. moi, je ne soutiendrai personne en 2027. D'accord? D'accord? Par contre, je veux que les idées que je défends, Ouais. elles soient reprises par le plus de candidats possible pour Ouais. que celui ou celle qui devienne président embarque avec lui mes idées et s'engage sur mes idées. D'accord. D'accord? Notamment sur la défense des mineurs face au numérique, etc. etc. D'accord? Premièrement. Donc, pour moi, l'élection présidentielle, c'est en avril-mai 2027. D'accord? Ensuite, Juin. je ne souhaite pas une dissolution maintenant, parce que s'il y avait une dissolution maintenant, même si on sait très bien que le RN gagnerait, LFI perdrait, le centre perdrait, on retrouverait quand même une situation où il n'y a pas de clarté. D'accord? On se retrouverait encore. Et donc, le nouveau président ou la nouvelle présidente qui sera élue en 2027, avec clarté, parce que là, c'est la beauté de l'élection présidentielle, c'est 50%, 51%. C'est le premier qui passe. C'est 15 millions d'électeurs. le premier qui passe la barre. Voilà. Ok. Celui-là, la première chose qu'il fera, c'est se dire, cette assemblée qui n'a aucune clarté, je veux m'en débarrasser. Je veux que ceux qui m'ont élu président, les 15 millions de Français qui viennent de me dire président ou présidente, ils votent maintenant et ils me donnent une assemblée qui me permettra de gouverner et d'appliquer le programme pour lequel j'ai été élu. Que ce soit Marine Le Pen, Édouard Philippe, Ok. Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, ils auront tous la même réaction de se dire « Je suis président, maintenant je veux une assemblée qui va me donner le pouvoir, la possibilité de gouverner. » Donc il y aura forcément une dissolution en 2027.
À partir de là, moi, à l'heure actuelle, toute chose égale par ailleurs, je me dis, en 2027, j'aurais probablement envie d'y aller. Très bien. Et tout le monde le sait. Maintenant, chacun prend ses décisions en Donc, conséquence. donc, Mm. donc c'est clair. Alors moi, j'aimerais que, pour terminer, on puisse un peu parler de votre vision à long terme, Stéphane Vogetta. Ouais. Qu'auriez-vous aimé faire si vous aviez eu le temps de le faire? À l'Assemblée? Ouais. Tout ce Ah. que, bah voilà, vous aviez prévu peut-être de faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, Moi, je vous le dis clairement. on vous a démissionné. Oui, oui. Qu'est-ce qui reste? J'avais 2 objectifs pour Ouais. le second semestre. Ouais. Sur le numérique, aller au bout de la mission avec Mmh. Arthur Delaporte. Mmh. Et aussi déposer mon projet de loi. Arthur n'était pas dessus. Mon projet de loi sur le temps d'écran pour les D'accord. mineurs, Mhm. qui interdit notamment les écrans dans les écoles maternelles, dans les crèches, voire dans certains lieux publics, notamment au Mais restaurant. interdire les écrans, est-ce que de l'autre côté, c'est ne pas faire prendre du retard à des enfants, sachant qu'aujourd'hui, on vit quasiment avec ça, Pour ou avec pour l'IA. un enfant de moins de 6 ans, un écran, c'est un boulet. Ouais, mais c'est aussi l'habituer peut-être, je sais Ils pas. auront le temps de s'habituer plus tard. Ok. Maintenant, il est démontré, il y a un consensus scientifique sur le fait que l'exposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans leur nuit. Mais là, on parle de 3 ans et que vous parliez de 6 ans. Oui, les deux. Après, il y a différents types Ok, d'interdictions. différentes strates. Ok. Ouais, différentes Très bien. strates. Ok. Donc, j'aurais déposé cette loi. Ouais. Ensuite, la ministre des Comptes publics, Amélie Montchalin, m'avait dit dans son bureau que sur mon combat, j'avais raison et qu'elle avait l'intention, dans la loi de retraite, dans la loi de finances de l'automne, de modifier la comptabilité publique sur les systèmes des retraites, et c'est notamment sur les subventions d'équilibre, les 45-50 milliards sur lesquels je travaillais aussi avec Charles de Courson, un autre député de Lyotte. Oui. D'accord. Donc ça, c'était mes grands projets pour la fin de Quasiment l'année. le député, je crois, le plus. Oui, c'est septième mandat. Lui, Ça, hein. c'est l'antithèse de ce que je vous ai dit C'est avant exactement ça. sur ouais. la carrière. C'est pour ça que je faisais juste Mais référence. c'est un expert. J'espère qu'il C'est un expert des finances publiques et je m'entends très bien avec lui. Il est plutôt sympa. D'ailleurs, Et son neveu habite à Lisbonne. Et donc voilà, ça c'était mes projets à court terme. Après, à long terme, à plus long terme, horizon 2027, c'était faire en sorte que le futur ou la future président de la République soit convaincu par mon discours et ceux qui reprennent mon discours, d'embarquer avec elle ou avec lui mes idées dans son programme pour les appliquer. Un peu prétentieux. Non. Ce qui serait prétentieux, c'est de dire je veux être président de la République. Ah, ça aussi, Beno? Non. Faut que je le note. Non. Et 2027, Par un nouveau contre, candidat vient de se déclarer. se dire, je ne sais pas qui sera le président ou la présidente, mais sur ce sujet-là, j'ai une voix qui porte, et donc je vais essayer de faire en sorte qu'il ou elle ou eux comprennent à quel point c'est important et comprennent qu'ils doivent s'engager devant les Français sur ce point-là. Ça me paraît important. Après, prétentieux? Non, je pense pas. Enfin, après, c'est... Alors, quelle est votre vision de la France dans 10 ans et sa place au sein des communautés à l'étranger? Là, c'est difficile. Hein. Eh ben, non, boule de cristal. Non, boule de cristal, non. Le problème, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de souveraineté en ce moment. Et du fait que la France perd sa souveraineté et perd du terrain par rapport à ses concurrents. Dans le contexte européen aussi, l'Europe perd du terrain par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Pour moi, la première souveraineté, je l'ai dit, hein, c'est la souveraineté financière. Si on n'a pas la souveraineté financière, on n'est pas capable d'investir. C'est plus nous qui prenons nos décisions, c'est plus nous qui décidons à quelle mission sont alloués nos crédits. Donc la première priorité, c'est ça, c'est retrouver la souveraineté financière et l'assurer. Et derrière, investir sur des industries et des propositions d'avenir, intelligence artificielle, transition énergétique, etc. On prend l'IA, on ne peut pas dire que les millions qui ont été alloués sont à la hauteur. C'est des milliards. Oui, mais en tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas dépensés. Ouais. Mais c'est moins que les 500 milliards américains, mais c'est quand même 107 milliards. Maintenant, il faut qu'ils soient dépensés et à bon escient, parce que parfois, les milliards publics sont mal dépensés. Mais ceux-là, il faut les dépenser. C'est essentiel. D'accord ? Il faut qu'on investisse là-dessus. Après, il y a un sujet fondamental, c'est qu'il faut qu'on rééquilibre, qu'on rende plus juste, plus équitable le partage des fruits de notre histoire entre les générations. Il faut absolument que la génération actuelle des actifs ait les moyens de ses ambitions.
qu'ils aient les moyens d'investir, de créer des entreprises, d'innover, qu'ils aient les moyens de mener à bien des projets immobiliers et qu'ils aient les moyens d'avoir un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. D'accord? Ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas aussi cette relance démographique, ben, même si on va très bien en termes d'innovation, on est voué à péricliter parce que la démographie est essentielle. Et actuellement, on file un mauvais coton. On file un mauvais coton. Et ce mauvais coton nous oblige, in fine, à faire ce que fait l'Italie, à faire ce que fait l'Espagne, à savoir à nous reposer de plus en plus sur l'immigration. Donc, du coup, ça va exacerber les tensions qui existent dans la société. Donc, il faut absolument qu'on reprenne la main là-dessus. Mais pour reprendre la main sur la démographie et la natalité, eh ben, il faut donner foi en l'avenir et il faut donner les moyens à la génération des jeunes actifs de pouvoir faire des paris sur l'avenir et notamment d'avoir des enfants. C'est pas compliqué. Et ça passe par quoi? Ponctionner moins sur leur salaire, leur donner plus de pouvoir d'achat, plus d'opportunités et plus de foi en l'avenir. Et ça, à 10 ans, si on n'arrive pas à faire ça en 10 ans, je crois qu'on sera sur une pente qui sera très difficile de remonter. Quelle est votre plus grande fierté au niveau de votre parcours? Ma plus grande fierté, c'est en fait au niveau législatif, au niveau député, c'est d'avoir réussi à faire avec un socialiste une loi qu'au départ le gouvernement ne voulait pas, la loi influenceur. Finalement, on a convaincu le gouvernement. Le gouvernement se l'est approprié, le président de la République se l'est approprié. Ensuite, la Commission européenne nous a dit c'est nul, ça sert à rien. Ils ont essayé de nous retoquer. Et finalement, l'Espagne a copié, l'Italie a copié, le Danemark a copié, la Belgique a copié. Maintenant, l'Union européenne dit finalement, on va refaire une loi influenceur au niveau européen en utilisant le modèle français parce que c'est nécessaire. Donc ça, je trouve que législativement, pour un député français de l'étranger, et moi, je vous l'ai dit, je me base beaucoup sur mon lien affectif avec mes électeurs, mais aussi avec ma famille. Moi, j'ai des enfants que j'aurais voulu protéger avec ma loi influenceur, mais comme ils n'habitent pas en France, ils n'étaient pas protégés. Bien sûr. Maintenant, ils le seront déjà parce que l'Espagne a copié ma loi influenceur, mais en plus parce que l'Europe va permettre à tous les enfants européens d'être protégés, enfin tous les enfants et tous les consommateurs européens d'être protégés par la loi influenceur qu'on a créée avec Arthur Delaporte dans un cadre transpartisan envers et contre tout. Ça, j'en suis hyper fier. Plus personnellement, même si la période est un peu difficile pour vous, on peut le comprendre, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie, tout simplement? Je suis pas souvent heureux dans la vie. Je suis souvent frustré. Alors, c'est comme ça que vous... Oui, c'est mon moteur. C'est votre moteur. Je vois des choses qui me frustrent et du coup, je me dis, il faut que j'aille, il faut que j'y aille, il faut que je casse, il faut que ça change. Et du coup, quand j'arrive à casser un peu, quand j'arrive à créer une faille, quand je vois le truc qui commence à s'effriter, je suis pas heureux, mais je me dis bon. Là, vous dites, je commence à... La frustration... les coups de marteau la frustration baisse. Voilà, les coups de marteau que je donne commencent à... Voilà. Alors, si vous pouviez changer une chose dans le monde demain, ce serait quoi? Changer une chose dans le monde. Ouais. Une chose. Ouais. Ouais, j'enlève... Même deux. Hein. Non, une chose. J'enlève toutes les armes nucléaires. C'est d'actualité. Ouais. Imaginez un... Parce que l'air de rien, ça a énormément d'implications sur notre manière de gérer les conflits internationaux, de résoudre les conflits au Moyen-Orient, en Ukraine évidemment. Oui, la donne changerait. Imaginez un électeur indécis, que lui diriez-vous en une phrase sincère? Sur ces élections ou en général? En général ou sur ces élections, c'est à vous de voir. Un électeur indécis, je dirais effectivement d'écouter les projets des uns et des autres et d'écouter sa sincérité et de ne pas uniquement se fier aux messages envoyés par les appareils parisiens. Alors la dernière question, mais là elle est personnelle. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous après avoir écouté cette interview? Il est con, mais on l'aime bien. C'est un résumé. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Stéphane Vogetta. Il est con, mais on l'aime bien. Moi, ce sera un mot marquant. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane Vogetta, pour ces réponses. Nathalie Gaugia, je le précise, sera reçue prochainement dans cette émission pour détailler son projet, si elle accepte de venir nous rencontrer à Lisbonne. Elle viendra.
Euh, oui, donc on l'aura très prochainement. Et en tout cas, je tenais à vous remercier en tout cas pour avoir fait ce déplacement sur vos deniers personnels, hein, je le précise. Merci à vous, Voilà, merci à vous pour cette initiative. Je pense que c'est important effectivement de faire vivre la ces démocratie. moments démocratiques. J'aurais préféré qu'on n'ait pas à repasser par une nouvelle élection. Et en l'occurrence, j'aurais préféré pouvoir y participer. Mais dans ce cas, bah, écoutez, vous avez un choix démocratique à faire. Il y a des concurrents, des candidats qui seront là. Je pense que vous rendez un service aux Français de la circonscription en leur permettant de s'exprimer et d'exposer leurs projets. Merci beaucoup Stéphane Vogetta d'avoir partagé avec nous donc votre parcours, vos priorités. On a appris en même temps à mieux vous connaître, à comprendre l'homme que vous êtes, votre regard aussi sur les Français de l'étranger. Mm. Cet entretien, je le précise, s'inscrit dans une série dédiée à l'ensemble des candidats de la 5e circonscription, afin que chaque électeur puisse comparer, se forger sa propre opinion Mm. avant le scrutin. Bien entendu, pour vous, c'est un petit peu différent, mais comme vous êtes le député sortant, il était normal qu'on puisse vous donner la parole. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire, à nous raconter, et qu'au moins derrière, eh bien, à partir de là, on aura l'occasion d'écouter ou d'entendre la nouvelle candidate à qui vous avez donné, entre guillemets, votre soutien. Alors, ce podcast est présenté avec le soutien de nos sponsors et partenaires que nous remercions pour leur appui. Vous pourrez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Spotify, Deezer, YouTube et nos réseaux sociaux. Merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Je crois que c'est un point important. Bon mot de la fin. Cafimo, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier. C'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leur projet immobilier au Portugal. Cafimo, c'est aujourd'hui le numéro 1 des courtiers en crédit immobilier spécialisés dans les non-résidents et expatriés du monde entier, et notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Leur service est totalement gratuit pour les clients car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Voyons, on parle de crédit. Si jamais vous voulez venir vous installer au Portugal, vous savez à qui demander. C'est noté. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité, tout en vous soulageant administrativement. Cafimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute, que ce soit pour un achat, un financement, un investissement, et même financer les travaux ou juste renégocier son prêt. Leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal, si le prochain projet immobilier, c'était le vôtre. Et nous avons aussi Opticalia, Campo de Ourique à Lisbonne, qui est votre opticien français lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie pour que vos lunettes reflètent parfaitement votre style. Grâce à la technologie de mesure Paria, vos prises de mesure en verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Que de progrès quand on les attendait pendant plusieurs semaines. En plus, il réalise vos examens de vue, vos bilans d'audition, il vous propose une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Loewe, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol. Et leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Merci Stéphane Vogetta. Merci Thierry Burtin. Et allez voter. Et je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Au revoir. Au revoir.